être honnête, on avait comme seule ambition d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui lui permette d'en tirer un salaire normal et qui nous permette d'être épanouis dans notre vocation professionnelle. On ne voulait pas créer une multicorne ou ce que tu veux. Juste pour être très clair. Hein. Et ça, c'est le meilleur conseil qu'ont pu me donner des dirigeants d'entreprise, c'est de dire, prends soin de toi, parce que tellement de gens dépendent de toi derrière, et la qualité de leur vie, leur qualité de leur travail dépendent de toi. Si tu prends pas soin de toi, tu seras incapable de prendre soin des autres. Le point que je cite toujours aux entrepreneurs qui viennent me voir en m'exposant des idées ou avec lesquels on a des discussions sur leur projet de création d'entreprise, la taille du marché était très conséquente. Et elle est toujours. La taille du marché aujourd'hui, c'est 200 milliards dans les 6 pays dans lesquels nous sommes, en Europe, pour les particuliers, et plus 200 milliards pour les professionnels. Ah d'accord, la vache. 200 milliards, c'est un marché qui est phénoménal. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Alors, ça y est, c'est parti. On est, j'y suis allé de manière assez abrupte. Hein, tu m'excuses, Philippe, mais voilà, on est ici présent à distance sur Génération Do It Yourself. Donc dans vos oreilles déjà, c'est pas mal. Avec Philippe de Chanville. Alors il faut pas que je me trompe parce qu'on parlait juste à l'instant de Philippe de la Chevannerie. Alors les deux voilà, à succès, il doit pas y en avoir tant que ça dans le business de la tech, mais il y en a au moins deux, quoi. J'aurais eu les deux sur Génération Do It Yourself. Salut Philippe. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Merci de me recevoir. Eh ben écoute, je suis hyper content. Ça fait longtemps que je traque mano mano, mais bon, vous avez des années chargées, j'ai l'impression en ce moment. Hein. Oui. On peut le dire comme ça. On a la chance d'avoir une entreprise qui se développe très bien, et ça nous tient occupés. Ouais, tu vois dans le trio de boîtes que j'avais vraiment et de personnages et de founders que j'avais vraiment envie de creuser, il y avait toi, il y a également Philippe Corot chez Miracle, et puis toute la bande de Insect, mais qui sont tous tout aussi pour l'instant, mais je vais y arriver, tu vois, il faut juste être patient en fait. Ouais, Philippe Corot est très sympa, je le connais bien. Ouais. Et... Je le connais un peu, il est très sympa aussi. Ouais, mais ils ont créé est incroyable. Ouais. Incroyable également. Bon, on va y aller. Alors déjà, je précise à tout le monde, aujourd'hui j'ai un épisode spécial parce que ça va être un épisode court de moins de 2 heures, puisqu'on a à peu près au moment où je vous parle, je crois, exactement 1h47 devant nous avec Philippe. Donc je vais devoir, il me disait, tu hésites pas à me couper. Je lui dis, je suis pas très fort là-dedans, mais tant pis, on va innover, quoi. Mais je te propose quand même, Philippe, de te présenter pour commencer cet épisode. Merci Mathieu. Écoute, donc je suis Philippe de Chanville, je suis un des 2 cofondateurs de Mano Mano avec Christian Resson. Nous avons créé Mano Mano en 2013 et nous avons créé une marketplace qui est le leader en France et nous espérons demain en Europe sur la vente de produits de bricolage et d'aménagement de la maison. Nous sommes présents dans 6 pays, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, ainsi que la Belgique. Et aujourd'hui, nous regroupons un peu plus de 3000 marchands sur une plateforme qui est à la fois adressée aux particuliers et aux professionnels. D'accord. Alors, on parle là-dessus de marketplace, ce qui veut dire, alors on parlait de Miracle d'ailleurs juste avant, hein, qui est vraiment un des leaders mondiaux des marketplaces qui opèrent. Vous bossez sur votre propre marketplace, votre propre techno, vous ? Tout à fait. Okay. Nous n'utilisons pas Miracle, nous avons créé et développé notre propre outil et notre propre plateforme technologique. Donc, le principe d'une marketplace, pour le rappeler, c'est un endroit où vous êtes, on va dire, un peu comme je sais pas, moi, je pourrais imaginer comme un Carrefour, quoi. Non, quoi, Carrefour stocke lui-même. Mais un endroit où, en gros, vous avez des vendeurs, vous avez des acheteurs, mais vous êtes l'opérateur au milieu. Vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de marque en propre, a priori, en tout cas pour l'instant. Et vous êtes... l'endroit où vous mettez en valeur vos vendeurs pour que des acheteurs viennent trouver
un peu de tout est chez vous. Mais vous n'avez pas de stock? Exactement. Nous ne touchons pas à la marchandise, c'est-à-dire que nous n'avons pas le stock nous-mêmes. Par contre, nous avons, par exemple, une offre de service logistique, on y reviendra plus tard, j'imagine, à destination de nos marchands et de nos marques. D'accord. Donc, ça veut dire que normalement, si je me fais un panier sur Mano Mano, je peux commander, si je commande 40 articles, je peux avoir presque 40 vendeurs différents, quoi. Alors, des vendeurs différents, oui, pas pour autant des colis et des envois, puisque justement, nous avons une offre logistique qui nous permet de regrouper un certain nombre de commandes dans des entrepôts que nous mettons à disposition de nos marchands. D'accord, donc eux vont éventuellement stocker un peu chez vous sur cette offre logistique, c'est l'idée? Chez des partenaires tiers, exactement. D'accord, ok. Exactement. Alors, la manière dont je le vois de loin, parce que les vraies premières fois, même si je connais Mano Mano de longue date, avec un nom qui était autre avant. Oui, Mon Échelle. Mon Échelle, exactement, je m'en souviens très bien. Mon Échelle. Et c'est marrant parce que Mon Échelle, je voyais ça comme un... Alors déjà c'est peut-être le nom aussi qui fait ça. Hein, comme un vendeur d'échelle. Ouais, non, mais aussi comme un petit site de bricolage sympa, en fait, quoi. Et c'est devenu une sorte de mastodonte qu'on connaît avec plus de 300 millions d'euros de levée, je crois, au total. Tout à fait, exactement. Un chiffre d'affaires, je sais pas si vous le disclosez d'ailleurs, de combien? L'année dernière, on a fait 620 millions en 2019. Et cette année, on saura bientôt. Oui, donc ça fait un petit e-commerce sympa, quoi, de quartier, quoi. 600 millions. Et, mais ouais, en fait, Mon Échelle, moi, je le voyais beaucoup comme un site sur lequel je pouvais, moi, acheter, je sais pas, moi, de la colle pour recoller le papier peint que mon fils vient d'arracher. Chez toi aussi, pareil. Ouais, quel enfer, Jules. Et du coup, voilà, mais et du coup, de loin, tu dis, bon, quelle valeur ajoutée par rapport à ce que va me donner peut-être justement Amazon, où je peux commander cette colle ou d'autres, à un endroit où finalement, quand j'ai redécouvert Mano Mano en déménageant l'année dernière, où en fait, entre même mon entrepreneur qui faisait les travaux et moi, on allait presque tous les jours sur Mano Mano parce que lui commandait plein de trucs chez vous. On voyait enfin, de tout, en fait, de tout, jusqu'à des travaux, je sais pas, je pourrais dire, peut-être pas du ciment, mais jusqu'aux peintures, à de l'aménagement. Mais c'est devenu vraiment un endroit où on a, qui est plus excuse-moi de la comparaison parce que ça va être un de tes concurrents directs, mais une sorte de Leroy Merlin, sachant que Leroy Merlin est quand même pas forcément hyper bien vu par les pros, parce que ils aiment bien bosser avec d'autres types d'opérateurs, peut-être pour des questions de commission, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Oui, mais tu as raison. Ouais, tu as raison, Mathieu. Tu fais référence à la fois des vendeurs en retail, donc des gens qui ont une offre de magasin, mais qui ont une vraie spécialité. Et nous, c'est ce que nous essayons de répliquer, mais sur Internet, avec une différence phénoménale. On va revenir, j'imagine, sur la genèse de Mano Mano. Ouais, bien sûr. Créé par des bricoleurs pour des bricoleurs, le choix et le prix sont deux de nos axes essentiels. Et c'est ce que nous essayons de créer avec Mano Mano, ce qu'on a essayé de créer, alors Mon Échelle au départ, puis Mano Mano, c'était permettre aux bricoleurs et aux gens qui veulent aménager leur maison, faire des travaux, de trouver enfin tout ce qu'ils veulent au bon prix, et puis en plus avec du conseil, mais ça on y reviendra. Et concrètement, un magasin propose en moyenne 50 000, maximum 60 000 références. Nous en proposons 5 millions. Et pourquoi autant? Mais parce que quand on fait des travaux, quand on répare, quand on rénove, on n'a pas forcément besoin de la pièce standard. On a on a besoin souvent de quelque chose qui est adapté à de la dimension, à de la rénovation, à quelque chose déjà existant. Et on tient pas forcément à avoir le robinet standard que tout le monde a, mais avoir un peu plus de choix. Et c'est vrai dans beaucoup de catégories du bricolage, qui est très très vaste. Et donc la première chose que l'on apporte, et la raison pour laquelle des entrepreneurs et des professionnels s'y retrouvent, c'est qu'on apporte ce choix immense au bon prix. Et cette dimension-là est très très importante par rapport au retail, même si évidemment il y a une partie des produits qui vont être les mêmes, des produits très basiques qui seront vendus dans tous les magasins ou sur toutes les plateformes digitales de bricolage. Ça, c'est un peu, j'ai l'impression, les deux ingrédients que tu mets en avant, la gamme, c'est-à-dire le large choix et le prix, c'est vraiment l'obsession de...
Alors moi, je prends deux grosses références, mais ayant lu récemment la bio de Jack Ma et d'Alibaba, puis quand tu regardes un peu l'approche de Jeff Bezos, c'est vraiment, je crois que leurs deux fers de lance, c'est toujours plus de choix et toujours des prix plus bas, quoi. Hein. Tout C'est à l'idée. fait. Alors, tu as tout à fait raison. Euh, le choix et le prix, c'est ce qui va vraiment nous différencier chez Mano Mano par rapport à des retailers classiques, c'est-à-dire des gens qui ont des magasins, une surface de vente limitée, et donc un choix limité et des marges importantes et qui reflètent un coût d'exploitation du magasin. Et donc, dans ce sens-là, on se rapproche énormément des grosses plateformes digitales que sont effectivement un Alibaba ou un Amazon. Mais l'énorme différence, il y en a deux. Il y en a une sur le business model. On n'est pas du tout une place de marché comme ils le sont eux. Nous n'avons en commun que le nom, pas du tout le mode opératoire. On y reviendra parce que c'est important. Et le deuxième point, c'est que nous sommes spécialisés. Nous sommes spécialisés dans le bricolage jardinage. Et je vais te donner deux data points qui vont permettre d'illustrer ce que je dis. Nous sommes spécialisés, ça veut dire que nous avons des conseillers, nous avons des gens qui sont là, disponibles sur le site, qui sont des experts dans le bricolage et qui orientent et conseillent sur les compatibilités, les produits, le bon choix, comment faire un projet. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes spécialisés, ça veut dire que nous avons plus de 4000 catégories sur notre site pour permettre aux gens des sélections fines. Nous allons chercher des gens, enfin les gens qui viennent chez nous sont des gens qui sont des bricoleurs et qui viennent chercher vraiment des produits de bricolage. Versus ce qu'on peut trouver sur une grosse plateforme généraliste. Tu prends Amazon, par exemple. Amazon, c'est de l'ordre de 350 à 400 catégories dans le monde du bricolage. C'est beaucoup plus générique, c'est beaucoup moins détaillé, c'est moins fin, mais parce qu'on ne vend pas les mêmes produits. Un panier moyen dans le bricolage chez Amazon est en dessous de 50 euros. Nous, il est au-dessus de 100 euros. Parce que nous ne vendons pas les mêmes produits. Et tu le disais à juste titre, tu vois, tu veux acheter de la colle. Oui, mais bien sûr, mais de la colle ou une multiprise, tu peux les acheter sur Amazon sans problème et ils seront très bons là-dessus. Mais si tu veux acheter une paroi de douche, si tu veux aller acheter un nouveau bâti support pour tes toilettes, si tu as besoin d'acheter de la peinture, tu n'iras pas sur Amazon. En tout cas, il y a peu de chances que tu trouves ce que tu cherches. Et c'est là la différence. Donc nous avons, comme eux, comme ces grosses plateformes, nous avons l'avantage du choix et du prix, mais nous avons, contrairement à eux, la spécialisation qu'ont les acteurs physiques du retail, et qui est une spécialisation du monde du bricolage. Et si je peux me permettre une analogie, avec le développement des grandes surfaces. Les grandes surfaces ont commencé à se développer dans les années 70 et elles étaient avant tout généralistes. Et les Carrefour, les Auchan de l'époque se développaient et vendaient de tout. Ils vendaient beaucoup de bricolage, ils vendaient de l'aménagement de la maison, de l'électroménager, ils vendaient de tout. Et puis, on a vu apparaître des grandes surfaces, mais spécialisées. Des boulangers, des Decathlon, des Fnac, Darty, etc. Qui, petit à petit, ont pris cette part verticales spécialisées aux grandes surfaces généralistes qui, elles, les Carrefour et autres, se sont recentrées sur de l'alimentaire. Et aujourd'hui, dans le digital, je vois une analogie avec des grandes places de marchés généralistes qui se sont créées avec une offre prolifique, mais pas vraiment de spécialité. Et puis, petit à petit, on voit apparaître des spécialistes verticaux par secteur. Pourquoi? Mais parce que quand on est passionné par un domaine d'activité, quand on aime quelque chose, quand on aime l'art, quand on aime le bricolage, quand on aime le sport, quand on aime la pêche, quand on aime... dans ces cas-là, on préfère aller passer du temps et acheter sur des sites où on va se retrouver avec une offre dédiée, avec des conseils dédiés, une communauté dédiée. Et ça fait une énorme différence. Et c'est cette analogie que je vois entre ce qui s'est passé dans les années 70-80 et ce qui se passe aujourd'hui avec l'apparition d'Internet. Si je devais te challenger là-dessus, je pourrais me dire que la grande différence, c'est qu'il y a quand même un monde physique d'un côté et digital de l'autre, donc avec des freins et des barrières qui ne sont pas les mêmes. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Je suis vraiment dans un... tu vois, sur certains univers, par exemple sportifs, je peux éventuellement avoir certains sites qui me plaisent beaucoup et avoir du mal à éventuellement acheter sur Amazon ou ailleurs. Enfin, tu vois, typiquement, je te dirais comme ça, mais je me verrais mal acheter des baskets de running sur Amazon ou sur ces discounts, alors qu'en soi, si elles y étaient, why not, tu vois. Mais c'est vrai, il y a une question d'approche. Maintenant, si je devais me projeter dans le futur, je pourrais me dire
un acquéreur possible de Mano Mano serait complètement Amazon ou Alibaba pour dire bah tiens, j'étends mon offre à un projet de spécialiste, etc. Comme ils l'ont fait avec, je sais pas moi, les couches, où tu aurais pu te dire à un moment, Amazon est un vendeur de livres, qu'est-ce qu'ils vont faire dans les couches, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Non, mais Mathieu, tu as raison. Alors, il faudrait d'abord que nous le voulions, que nous soyons d'accord pour ça, Ça fait, ouais. avec Christian. C'est la première chose. Et ensuite, dans les faits, ils ont une politique d'acquisition à un certain moment qui n'a pas été que positive en termes de résultats. Et ils le font de moins en moins. Ils essayent de développer par eux-mêmes certains segments, certains verticaux. Je pense au marché de la mode, par exemple, ou du luxe, avec plus ou moins de succès. Mais il faut comprendre que une entreprise avec ces capacités-là a les moyens de tout faire avec la trésorerie qu'ils ont, et en même temps, ils n'ont pas vocation, pour l'instant, à se spécialiser par vertical, puisqu'ils ont une harmonie, de l'expérience client qui correspond à peu près à toutes les catégories et qui ne change pas drastiquement. Or, il y a des partis pris à avoir sur certains verticaux, typiquement dans le bricolage, où la logistique n'est pas la même que pour la mode ou la high-tech, ça n'a rien à voir. Il y a des partis pris forts à prendre, qu'a priori, ils ne sont pas prêts à prendre pour l'instant, dans un bon nombre de marchés qui ne sont pas l'alimentaire ou Oui. le high-tech. Et puis bon, pour Alibaba, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, c'est quoi 4 heures de leur jour d'aîné des célibataires. C'est rien du tout. Non, mais c'est à eux, eux choisissent évidemment leur défi de demain. Mais il y a encore, en fait, quand on regarde la pénétration online, il y a encore énormément à faire sur leur gros marché sur lequel ils sont depuis longtemps. Je suis pas persuadé que ce soit leur manière de fonctionner, et je vais le dire autrement. Ce qui fait, imagine que tu aimes un sport, par exemple l'alpinisme ou la montagne, tu vas aimer aller sur des sites dédiés sur lesquels tu vas retrouver une communauté. Tu vas retrouver des gens qui vont échanger, qui vont entrer dans le détail technique des produits, etc. Ça devient très humain, ça devient un e-commerce assez différent. Et c'est le contraire de plateformes où ils cherchent à tout optimiser pour que ce soit compatible pour tout, et l'humain, au contraire, est plutôt mis de côté parce que c'est un frein, c'est un coût. Mais je vais te prendre une analogie, tu vois, qui m'est arrivée hier. Moi, je suis devenu, depuis que je suis dans le podcast, une sorte d'obsédé des casques et des micros. Bah, t'as vu tout à l'heure, en préparant cet épisode, tu vois, où voilà, on fait attention à ces détails. Et je regarde, bon là on enregistre beaucoup à distance et j'essaie de trouver des solutions un peu plus pratiques pour nous, pour nos invités, pour leur envoyer aussi éventuellement des kits pour mieux enregistrer, etc. Et en fait, dès que tu vas sur des plateformes qui sont pas spécialisées, qui vont te parler de casques ou de casques micro ou de choses comme ça, ils vont pas parler par exemple, ils vont parler je vais voir beaucoup de gamers ou de gens qui vont parler de choses qui sont pas du tout pour moi réconfortante. Et je me retrouvais sur ce site qui doit s'appeler thomann.de, que c'est vraiment des Allemands alors ils ont une partie, il existe en français, mais d'ailleurs c'est assez rare, ils n'ont pas pris le .fr en extension, il reste en DE, mais /fr, tu vois. C'est un bon marketing, ça. Ouais, et en fait, là-dessus, tu vois les commentaires qui sont laissés par les personnes, qui d'ailleurs peuvent être internationaux. Les commentaires, t'en as qui sont en espagnol, t'en as qui sont en anglais, en allemand. Mais en revanche, ils me correspondent beaucoup plus. C'est-à-dire que je vois que c'est des professionnels de l'audio, de l'enregistrement, qui vont faire des commentaires qui correspondent exactement à ce que je cherche comme expérience et comme partage, tu vois. Donc voilà, et c'est vrai que je vois bien cette analogie, et je vois bien... si je me replonge un an en arrière dans mes travaux et tout ça, l'importance de Mano Mano dans cette expérience, notamment communautaire aussi, qu'on peut avoir sur des plateformes comme la tienne. Après, par extension, je peux me dire que ouais, il y a une bonne partie, un bon segment où finalement vous pourriez être très concurrent avec Amazon. L'avantage énorme concurrentiel qu'ils ont, c'est que leur appli, je l'ouvre 4 fois par semaine, si ce n'est 2 fois par jour. Et finalement, si je veux commander pas mal de choses que vous pourriez vous me vendre, j'ai une tendance beaucoup plus facile et évidente à aller sur des e-commerçants où je vais beaucoup plus fréquemment. Mais c'est peut-être pas le cas des vrais bricoleurs dont je ne fais pas partie.
qui eux vont peut-être beaucoup sur Mano Mano. Mais tu vois, tout à fait. Mais tu vois, Mathieu, nous définissons plutôt comme un anti-Amazon Ouais. de deux manières, si tu veux. La première, c'est que d'abord, nous sommes français et européens. Nous avons des bureaux à Paris, à Bordeaux, à Barcelone, et nous nous voyons vraiment comme un acteur européen. Et nous ne voyons pas pourquoi le marché européen devrait être tenu par des acteurs américains ou asiatiques. Nous pensons qu'on peut avoir des champions européens en Europe qui structurent le marché aussi. Première chose, et c'est un point important pour nous, une sorte de nationalisme économique. Et le deuxième point, c'est que une plateforme comme Amazon n'apporte pas du tout cette dimension spécialisée que tu mentionnais. Et quand je te parlais de 4000 catégories versus 350 dans notre univers de bricolage, quand je te parlais de communautés, de services, de gens qui te conseillent sur le site de Mano Mano, c'est ça la différence concrète, tangible entre un site spécialisé et un site généraliste. Et la différence de panier moyen dont je te parlais et ces autres sujets font que aujourd'hui en France, nous sommes plus gros qu'Amazon en termes de taille de vente, mais par contre, nous sommes concurrents sur une bonne partie du catalogue, sur à peu près 30% du catalogue, si tu veux. Ce sont des produits non techniques que nous vendons, et je vais prendre l'exemple standard, une perceuse Bosch XO, un Bosch vert XO, la perceuse qu'on offre pour la fête des pères ou pour Noël à son beau-frère, qui coûte 40-50 euros. Cette perceuse-là, honnêtement, tu pourrais l'acheter chez Amazon, tu peux l'acheter dans ta boulangerie ou chez ton coiffeur. Ce n'est pas technique, il n'y a pas besoin de conseils pour l'acheter. C'est un produit, c'est une commodity pratiquement, tu vois. Et donc oui, nous sommes clairement en concurrence avec eux sur une partie du catalogue qui est non technique, pour lequel il n'y a pas vraiment besoin de communauté ou de conseils. Mais encore une fois, c'est à peu près 30% du catalogue de l'aménagement de la maison, du bricolage. Écoute, tu sors numéro 3 en revanche quand je tape perceuse Bosch XO. Voilà, tu t'es fait battre par Amazon et le roi Merlin, c'est moche. Hein, il va falloir que... Ah, tu sors numéro 1 en payant quand même. Ouais. C'est pas étonnant. Ouais, parce qu'en effet, c'est pas là-dessus que tu vas... Je suis sûr que si je cherche en revanche cette porte de douche dont tu me parlais tout à l'heure, un peu technique, exactement. Numéro 1. C'est exact. Voilà, c'est exactement ça. Et... Bon, je te demanderai des conseils de perceuse, mais on fera ça après. Si je dois revenir quelques années en arrière, on reviendra un peu sur tous ces détails parce que moi, ça m'intéresse de creuser tout ça. Je me souviens avoir, dans mes recherches e-commerce du début des années 2000, un peu creusé certains univers et avoir vu dans des benchmarks sur certains univers mon échelle qui commençait à émerger. Et avoir eu des remarques moi-même, mais aussi de personnes externes, qui étaient de dire en gros, alors on avait pas des règles, mais en tout cas, alors c'était une autre époque aussi du e-commerce où ces créneaux n'étaient pas forcément tous pris, mais on va dire que le sweet spot, si je puis me permettre, l'endroit où il fallait aller creuser vraiment pour te lancer dans l'e-commerce avec succès, c'était idéalement des produits qui n'étaient pas trop volumineux, qui coûtait cher, qui avait une grosse récurrence, donc qu'il fallait commander, voilà. Assez léger, pas fragile. Alors, tu vois, dans tout ça, par exemple, je reprends les couches. Les couches, alors j'ai fait Carole de June et il y a à peu près un an, avec qui on a fait un super épisode d'ailleurs, et donc je suis très client. Mais alors le seul truc que la case que ça coche pas, c'est le volume, parce que les couches ça prend un peu de place, mais finalement maintenant c'est assez résolu dans l'histoire. Enfin les transporteurs ça a mieux géré ça qu'il y a 10 ans, mais en gros quand tu regardais tout l'univers du bricolage, tu disais c'était quand même un peu un marché de merde, quoi, parce que les marges étaient de loin, enfin bon après tu me diras, mais n'étaient pas folles. Les produits souvent volumineux, souvent lourds. Voilà, la récurrence pas forcément gigantesque. Et moi c'était à peu près à ce moment-là où je me suis dit bon ok, next, tu vois. Tu peux m'expliquer un peu, alors on viendra éventuellement à la genèse juste après, mais comment vous avez réussi à outrepasser ces espèces de barrières qui font que ce marché pouvait être vu. Enfin, tu as dû l'entendre ce que je dis là au début, en tout cas. Hein, et comment vous avez fait? Parce que moi,
Ça, c'est pour moi, c'est l'obstacle le plus grand que vous ayez, enfin un des plus grands que vous ayez surmonté au moins au début de votre histoire, quoi. Ouais, c'est très intéressant. C'est effectivement une question très intéressante. On racontera le pourquoi de l'histoire et pourquoi créer une entreprise et pourquoi est-ce qu'on s'est lancé avec Christian. Mais quand on en est arrivé à se dire quel marché est-ce qu'on va prendre et pourquoi ce marché-là, d'abord il y a une raison très personnelle. C'est qu'avec Christian, nous sommes tous les deux bricoleurs. À l'époque, moi j'étais en train de refaire mon appartement qu'on venait d'acheter avec mon épouse et je lui avais dit c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur et je lui ai dit écoute ma chérie, c'est vraiment celui-là qu'il faut qu'on achète. Bon, il est pas en très bon état et il va vite nous manquer une chambre, donc va falloir que on enlève la cuisine, qu'on va mettre dans le salon et qu'on transforme la cuisine en chambre. Bon, t'inquiète pas, je fais ça en 3 mois et dans 3 mois on a un appart super dans lequel vivre. Oui, donc t'es un vrai bricoleur, quoi. C'est presque. Ouais, mais alors, dire, voilà. Ouais, ça m'a pris 3 ans. Donc je sais pas si je suis un vrai bricoleur. Ok, bon, très bien. Et il y a des stigmates, mais je le ferai en 6, alors. Ouais, bon, ok, je suis un bricoleur aussi dans une projection dans l'avenir, je peux le devenir. Voilà, c'est ça. C'est un ordre de grandeur du temps. Mais ceci dit, ayant dit tout cela, d'abord j'ai énormément appris, et puis c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour créer Mano Mano. Pourquoi ? Parce que en tant que bricoleur, et j'allais tous les week-ends au Castorama qui est au bout de la rue de chez moi pour faire des courses. Franchement, j'ai été un power user chez Castorama pendant très longtemps, et j'y vais encore très régulièrement d'ailleurs. Franchement, je ne trouvais pas ce que je cherchais. J'avais souvent besoin de faire plusieurs magasins, prendre la voiture, passer mes journées dans la voiture pour aller chercher et faire des trajets qui sont très chronophages, passer du temps dans les parkings, passer du temps dans les caisses, dans les queues, à chercher des consultants, des gens qui vont m'aider. Tout ça pourquoi ? Pour trouver des produits que je trouvais finalement hors de prix par rapport à ce que ça représentait en termes de bouts de plastique moulés, etc. Et je ne trouvais pas ce que je voulais. Christian, à l'époque, refaisait sa maison en Charente. Il a acheté une ruine. Il a commencé par refaire le toit en montant dessus lui-même parce que il fallait bien éviter que l'eau rentre trop dans la maison. Et il avait les mêmes problèmes que moi pour se fournir en matériel. Donc, on voyait un besoin et on ne comprenait pas pourquoi on ne trouvait pas sur Internet. On est à l'époque en 2012. En 2012, tu ne trouvais pas du matériel de bricolage jardinage que tu puisses acheter sur Internet. Castorama et Leroy Merlin avaient des sites vitrines. Ouais. Des sites vitrines. On est en 2012, ils ont des sites vitrines. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter, ils te montrent des produits et le meilleur d'entre eux, qui était Leroy Merlin, disait tu peux aller l'acheter dans tel magasin, mais on peut pas te garantir le stock. Mais enfin, on sait pourquoi. C'est pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est qu'ils se disaient le bricolage, c'est pas pour. Alors moi, pour l'internet, non ? Alors moi, Mathieu, non, j'ai une autre explication à la chose. Je pense que ce sont des gens très très intelligents et très malins chez les grands distributeurs de matériel de bricolage et de jardinage, et ils détiennent entre 75 et 80% du marché. Et tu as même et tu as exactement la même chose partout en Europe. Hein. C'est-à-dire que chaque fois le marché est tenu par un duopole ou au pire un triopole. C'est-à-dire qu'en Allemagne, tu en as plutôt 3 qui se battent pour tenir le marché. Quand tu tiens 75% du marché et que tu te dis que demain le e-commerce va représenter 20 ou 30% du marché, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas devoir continuer à maintenir tes magasins avec les mêmes coûts, mais tu vas devoir acheter une partie de tes clients qui viennent déjà te voir en magasin, tu vas devoir les acheter sur Internet pour diminuer ta profitabilité au mètre carré dans tes magasins et avoir des dépenses supplémentaires sur Internet. Honnêtement, quel intérêt as-tu à le faire ? Aucun. Tu te tires une balle dans le pied, quoi. Exactement. Je pense que donc les gens qui sont évidemment réalistes et alors parfois certains, alors, dans certaines enseignes, et c'est très rare, mais il y en a qui ont dit pris des positions très claires en disant Internet ne marchera jamais, ça dépassera jamais 3% dans notre univers de bricolage, c'est pas adapté, etc. Je pense que la réalité n'est pas là. C'est des discours publics. Dans le fond, le vrai sujet, c'était mais pourquoi est-ce qu'on irait s'enlever 10% de marge pour racheter nos propres clients et les faire venir sur Internet et ça nous crée une logistique supplémentaire, etc., etc. Donc, si tu veux, y a un vrai combat d'arrière-garde de la part des enseignes qui tenaient déjà le marché, ce qui n'est pas vrai dans le hi-fi et dans beaucoup d'autres segments de marché où le marché était beaucoup plus atomisé et dès qu'un concurrent se mettait sur Internet, les autres avaient besoin d'y être aussi pour exister là. Mais dans ce marché-là qui est tenu par des duopoles, et c'est le cas dans les 6 pays européens dans lesquels nous sommes, ça n'avait pas de sens de faire ça. Et c'est pour ça qu'avec Christian, nous nous sommes dit, allons-y, il y a forcément quelque chose à faire, on part de tellement loin. Et à l'époque, c'était 1% sur Internet en France. On était déjà à 3-4% en Allemagne et en Angleterre, mais c'était 1% sur Internet. On est en 2012, à l'époque,
pour remettre les choses dans leur contexte. Internet sur le bien d'équipement de la maison, le bien d'équipement des ménages, c'est déjà en moyenne à peu près 10%, entre 10 et 13%. On était déjà à 15% sur de l'électroportatif, sur du high-tech, donc des écrans, des téléphones, des ordinateurs, etc. Et on était à 1% sur le bricolage. C'est la première chose qui nous a poussé à y aller, c'est de dire mais il y a un retard phénoménal. Et honnêtement, on ne voyait pas, il n'y avait pas de raison technique à ce retard. Tu parles de volume, tu parles de récurrence, tu parles de marge. Les marges dans notre univers, elles sont très différentes suivant les catégories, mais elles ne sont pas nulles, loin de là. Et quand tu regardes les enseignes de bricolage, elles vivent plutôt très bien. Oui, mais oui, c'est sûr, mais je sais pas, je te prends. Alors après, moi, excuse-moi, je viens sur certains trucs de base, mais je prends vous vendez du ciment sur Mano Mano? On en vend aujourd'hui dans les petits sacs. Donc, on en vend jusqu'à 5 kilos. On vend pas encore les sacs de 25 ou de 50 kilos parce qu'on n'a pas encore le bon réseau logistique. On va dire qu'il y a pas mal de matériaux de base comme ça sur lequel, en fait, livré, en effet, j'imagine, c'est peut-être pour ça que vous le faites pas, mais 25 kilos de ciment, c'est pas complètement. Quoique je connais quelqu'un qui a un site qui livre du ciment dans toute la France et qui marche très bien. Oui, non, mais tu peux le faire. Tu peux livrer l'encombrant. En fait, bon, le ciment, c'est particulier parce que le ciment, le gravillon, le sable et le plâtre, le transport, il y a plus de valeur dans le transport que dans le produit lui-même. Oui, c'est ce que voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas bien le e-commerce, hein, voilà, c'est la difficulté, c'est que en gros, si tu vas toi-même chercher ton ciment chez, excuse-moi, le Casto, le Roi Merlin, peu importe, chez n'importe qui ou même d'autres plus spécialisés, bah finalement, le fait de prendre ta voiture ou ta camionnette, de chercher le ciment et de revenir chez toi, ça a presque plus de valeur que le sac de ciment lui-même, quoi. Ah, mais la valeur est dans le transport et elle n'est pas dans le produit, c'est certain. Non, mais tu as complètement raison. Et donc, du coup, si on te dit, voilà, le produit, il vaut 25 €, mais si je te l'envoie, il en vaut 50, et ben là, tout de suite, tu dis, ah ben non, je vais aller le chercher. Bien sûr. Ouais. Tout à fait, et tu as raison. Et hormis les périodes de confinement où les gens peuvent pas se déplacer, il est évident que ça apporte pas de valeur en l'état. Maintenant, deux réponses à ça. La première, c'est que il a existé et il existera demain, j'en suis certain. Et si c'est pas nous, ce seront d'autres, des sites dédiés à cela avec les bons partenariats qui permettent de vendre ce genre de produits. Le deuxième point, c'est que sur le marché des particuliers, les produits ce qu'on appelle les pondéreux représentent moins de 10% du marché. Et le vrai sujet, quand tu parles de volume et d'encombrement, parce qu'il y a beaucoup de produits volumineux et encombrants dans notre marché, ce sont les abris de jardin, ce sont les piscines, ce sont les baignoires, ce sont les cabines de douche complètes. C'est ce genre de choses-là où là, pour le coup, typiquement, on parlait des grands généralistes online, eux ne vendent pas ça, ils n'ont pas du tout une logistique adaptée à ça et ils vont pas changer tous leurs entrepôts pour s'adapter à ce genre de produit et ça nécessite pour le coup une logistique très spéciale. Mais comme nous sommes spécialisés dans ce vertical-là, la logistique et le suivi de ce genre de colis, la livraison sur demande, etc., c'est le genre de choses que nous savons travailler et que nous avons mis en place parce que c'est le propre de notre industrie. Tu vois, c'est en cela que nous sommes spécialisés. Et c'est pour ça que ça n'a pas été gênant pour nous dès le départ en voyant ce marché, parce qu'on s'est dit, c'est un marché, il faut juste l'adapter ou l'attaquer de manière différente, et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça nous différencie bien des grands généralistes sur Internet, parce que tu sais, la question d'Amazon, on l'a eu depuis le premier jour. Depuis le premier jour, on s'est lancé, tout le monde dit, mais et Amazon? Oui, mais Amazon n'est pas fait pour livrer des produits de bricolage jardinage. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est un vrai, je veux dire, la menace d'un gros concurrent est toujours une des bonnes raisons pour ne pas se lancer, tu vois. Et vous y êtes allé quand même. Alors bon, en effet, si tu cherches à vendre des couches Pampers qui ne sont pas celles que tu fabriques, contrairement à June par exemple, ou voilà. Je te dirais, bon, oublie peut-être. C'est difficile. Il y a déjà du monde sur la corde à linge, quoi. Mais en revanche, si tu vas sur des univers un peu moins explorés, très spécialisés, il y a des choses à faire. Alors peut-être qu'encore, là, on parle de vous d'il y a 8 ans. Disons, ça allait vite. Hein. Et le marché a déjà bien changé, quoi. Parce que quand je vois ton parcours, toi, tu étais déjà un peu autour je vois Otium Capital, donc qui est une marque que je connais un peu, et tu vas nous en parler, mais donc toi, tu gravitais déjà, tu étais capable d'analyser un peu certains marchés, j'imagine, grâce à ton travail, notamment aux côtés de Pierre-Édouard Stérin. Je ne sais pas si tu bossais en direct avec Pierre-Édouard, mais... Tout à fait, oui. Et que j'ai eu un super épisode, une super rencontre il
peu près un an aussi sur Génération Do It Yourself. Et j'imagine que toi, tu analysais déjà ce genre de choses, sachant que chez Otium, c'est ou c'était, je sais pas si ça existe encore comme, Si, tout à fait. ouais, un fonds très spécialisé sur le retail, quoi. Hein. Donc j'imagine que toi, tu connaissais quand même un peu le. Oui, alors on regardait, c'était un fonds qui était surtout spécialisé dans l'intermédiation, alors le retail entre autres, mais tout ce qui était au sens large place de marché, c'est-à-dire mise en relation entre une demande et une offre. Typiquement, à l'époque, on était investi dans des places de marché comme La Fourchette ou Balinea. C'est pas du retail, mais c'est du service, c'est de la réservation de soins ou de restaurants et autres. C'est une place de marché, donc on retrouve c'est la mise en relation d'une offre et d'une demande. Et avec Christian Resson, donc l'autre cofondateur, ce qui nous a décidé, l'argument final qui nous a décidé à aller dans cette direction d'une place de marché dans le bricolage et jardinage, place de marché parce qu'on n'est pas les moyens. Pour être honnête, on était incapable d'avoir du stock, on n'est pas d'argent. On a mis 20 000 euros chacun pour créer l'entreprise. On n'avait pas les moyens d'avoir un entrepôt, de l'argent, etc. De stock, des produits. On ne pouvait pas acheter de stock. Donc, le seul modèle qui nous était possible était un modèle de place de marché. Et ensuite, ce modèle nous semblait adapté au marché du bricolage-jardinage parce que le marché du bricolage-jardinage, et ça c'est le point que je cite toujours aux entrepreneurs qui viennent me voir en m'exposant des idées ou avec lesquels on a des discussions sur leur projet de création d'entreprise, la taille du marché était très conséquente. Elle est toujours, la taille du marché aujourd'hui, c'est 200 milliards dans les 6 pays dans lesquels nous sommes en Europe pour les particuliers. Et plus 200 milliards pour les particuliers. Ah d'accord, la vache. 200 milliards, c'est un marché qui est phénoménal. C'est l'équivalent de 5 ou 6 fois le marché des produits high-tech. Donc ordinateur, plus téléphone, plus appareil photo, plus tout ce que tu veux. Si tu arrives à prendre 5% de part de marché, t'es bien, quoi. Alors, mais 5%, c'est phénoménal déjà. Et en fait, tout notre pari a été de dire avec Christian, on a un marché qui est absolument phénoménal. Au moment où on se lance en 2012, donc puisqu'on on a ouvert le site en 2013, mais au moment où on se lance en 2012, le site Internet représente 1% en France, en Espagne, en Italie, 2-3% en Allemagne, en Angleterre du marché. On se dit, mais c'est aberrant à cette époque-là déjà de se dire qu'Internet ne va pas représenter au moins 5 ou 10% du marché, alors que c'est déjà le cas dans tous les autres, dans tous les autres marchés, dans tous les autres verticaux, toi. Donc on s'est dit, Internet va rattraper son retard, va monter au moins à 10%. Et 10% de ce marché à 200 milliards, c'est un marché à 20 milliards. Un marché très spécifique à cause de produits encombrants, à cause d'une logistique particulière, à cause d'un besoin de conseil. On n'en a pas parlé encore, mais c'est absolument clé. Combien de personnes, combien de fois, Mathieu, vas-tu dans un magasin de bricolage où tu ne parles à personne et tu ne demandes pas du conseil à un vendeur? En fait, dans les faits, c'est très, très rare parce que quand on veut acheter un produit, on a une idée du besoin, mais on ne sait pas exactement quel est le bon produit. Il y a toujours une question ou un doute sur la mise en œuvre, etc. Et donc, on a besoin de conseils. Et donc, avec Christian, on voyait des géants internationaux non européens venir prendre le marché en Europe en se disant, mais pourtant, il y a un potentiel sur ce marché-là. Et donc, la taille du marché est énorme, combiné au fait qu'il y avait une différenciation assez évidente avec les plateformes généralistes et on pensait qu'on pouvait faire émerger un acteur européen, nous ont fait dire avec Christian, essayons, parce que dans le pire des cas, on restera petit, mais ça sera pas nul, étant donné la taille du marché, étant donné qu'il n'y a rien aujourd'hui sur Internet. Et tu sais, on fast forward de 10 ans pratiquement, aujourd'hui, Internet, dans le marché du bricolage jardinage, ça reste petit. On est entre 6 et 9% entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord de l'Europe en termes de pénétration Internet. 6 à 9%, alors que les biens d'équipement des ménages, en moyenne, sont entre 15 et 20%. Oui, mais il y a encore 1 million de défis à relever, et c'est ce qui est intéressant. Et j'y pense parce que tu vois, je la vois, cette évolution. Je pense, grosse dédicace à Arsène Kradouche, mon entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, un type super, des gens pour qui j'ai un immense respect, tu sais, qu'on travaillait, avec qui on a refait un appart, qu'on travaillait hyper bien. On a souvent tendance à s'en plaindre, etc. Mais ce sont des gens qui ont des vies dures et qui font et qui ont un vrai souci du client. Tu vois, quand même, j'entends, tu vois, des gens qui ont des relents de racisme sur
Ouais, et puis, à chaque fois, je pense à Arsène. Je dis, mais les gars, là, quand j'entends des gens qui vont me dire des trucs, je leur dis, mais moi, j'ai des pépites. Je bosse avec des gens extraordinaires qui bossent comme des malades, etc., qui sont dédiés. Et avec son associé Khaled, ils font un boulot de ouf, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est il doit avoir 45-50 ans. Mhm. Ils viennent tu vois, ça fait 25 ans, 25-30 ans qu'ils bossent, quoi, tu vois. Et le mobile, tu vois, par exemple, le mobile et mano mano sur le mobile, la place que ça a pris pour eux, clairement, enfin, tu vois qu'il y a un gros réflexe, quoi. Et c'est presque eux qui me l'ont. Ce qui m'a fait un peu halluciner d'ailleurs, tu vois, c'est comme l'émergence du Bon Coin. J'en ai déjà parlé, je crois, sur Génération Do It Yourself, mais qui est venu plutôt de région plutôt que de Paris en l'occurrence, qui a grossi en région avant de venir en région parisienne et dans les grosses villes. Euh, Là, c'est venu par des gens, enfin, tu vois, totalement inattendus. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon entrepreneur low-tech qui doit me montrer un nouveau site internet sur lequel il faut aller où tu trouves tout. Ça me vénère. Mais Mathieu, mais Et- c'est hyper intéressant que tu te dises ça parce que ce que tu as vécu il y a un an avec ton entrepreneur, c'est exactement sur le marché du professionnel, c'est exactement ce qu'était le marché du particulier il y a 7-8 ans quand on s'est lancé avec Christian. ouais. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se lance à toute berzingue sur le marché du professionnel parce que il y a un potentiel phénoménal. Ah, puis lui, il a une récurrence. Je vais dire, bon, Ah bah moi oui, en vrai, je me dis, tu vois, je suis pas finalement personnellement très client mano mano t'as pas le parce que besoin. je suis pas bricoleur, quoi. Tu vois, vraiment, je peux pas. J'aimerais bien l'être. Je suis fasciné par les gens qui font plein de trucs, qui arrivent, qui prennent une perceuse, qui font un trou. Avec leur perceuse sans fil qui arrive, c'est hyper propre, c'est fait en 5 minutes. Tu dis putain, c'est facile en fait. Puis moi, je prends la même, j'ai pas la bonne mèche, j'ai pas le bon machin, je fais 4 trous, je fais un carnage, je sais même pas les reboucher. Enfin, tu vois, c'est l'enfer. Donc, je préfère appeler Arsène puis lui dire, viens, passe à la maison, j'ai 2-3 trucs à faire. Mais, euh, mais en l'occurrence, tu vois, je veux dire, en tout cas, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce breakthrough, comme on dit, cette espèce de percée que vous avez fait, notamment dans les professionnels, moi, m'a fait halluciner. Mais quand je te dis qu'il reste des défis, c'est que lui, il est toujours hésitant entre, j'imagine, dans ses arbitrages internes, entre, bon, j'ai besoin de ça maintenant. Ou demain, enfin voilà, parce que là, tu vois, il manque des vis, il manque des machins pour aller faire une étape qui est clé dans mon chantier, qui va me permettre de faire d'autres étapes derrière. Euh, et, euh, et ça, bon, ok, la porte de douche, de toute façon, elle peut arriver dans 2 semaines ou voilà. J'imagine que vous avez notamment un défi logistique immense encore, qui est de dire limite, attends, mais moi, je te livre pas tout, mais les 600 000 refs, pardon, les 5 millions de refs, tu m'as dit tout à l'heure, Tout à fait. beaucoup plus rapidement. Euh, Oui, Tu vois ce que je... écoute, tu as complètement raison. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu toi l'histoire du digital pour les pros. Il y a un leader incontesté, on a la chance qu'il soit français, c'est une très belle entreprise. Il s'appelle Saint-Gobain. Ils ont pas mal d'enseignes pour les pros, notamment les plus gros pros, peut-être un peu plus gros que ceux que tu utilises. Ils visent plutôt les entreprises de 10 salariés ou plus, Mhm. alors que nous visons plutôt les plus petits entrepreneurs du bâtiment qui sont plutôt pas très bien servis par ces grosses entreprises qui nécessitent un peu plus de volume. Et ces enseignes françaises ont essayé, ont lancé le digital il y a 4-5 ans et elles ont arrêté, elles ont fermé. Ils avaient lancé notamment une marketplace dédiée aux professionnels du bâtiment qui s'appelle Looties et ils l'ont arrêté parce qu'ils ont pas réussi. Pourquoi? Bah parce que c'est quand même difficile de demander à leurs vendeurs en magasin de faire la promotion de leur site web. Ça revenait un peu pour eux à scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Donc il y a un petit conflit d'intérêts là-dessus. Euh, et pourtant, les entrepreneurs, et notamment les petits entrepreneurs, ont une vie du bâtiment, ont une vie digitale euh, comme toi et moi. Ils utilisent leur smartphone comme toi et moi pour tous les éléments de leur vie, sauf pour leur métier. Et ça, Mhm. ça se traduit par 1% aujourd'hui de pénétration d'Internet sur le marché des professionnels du bâtiment. Ce qui est absolument incroyable. On est en 2020 et on est à 1%. J'ai donné un autre chiffre. Hein. Les garagistes
Et un garagiste, c'est assez proche d'un entrepreneur du BTP parce que en termes de taille de business, c'est assez similaire. Il y a besoin de pas mal de pièces, et des commandes très récurrentes. Un garagiste, ce marché du garagiste en France et en Europe, on est à peu près à 13% de pénétration sur Internet. Tu vois, 1% dans le bâtiment, 13% chez les garagistes, qui sont des professions assez similaires en termes de type d'entrepreneur et de besoins. Donc oui, on est en 2020, on a l'impression que tout est fait. Et en fait, sur un marché de 200 milliards, il y a encore au moins 15 points à aller chercher en termes de pénétration digitale. Donc des opportunités, il y en a. Par contre, évidemment, ça demande de se structurer assez différemment d'une place de marché généraliste, par exemple, qui n'est pas vraiment faite pour adresser ça, ou d'un retailer physique qui a pas mal de contraintes pour adresser la partie online. Tu as bien étudié le marché des garagistes. Je dois mettre la Alors, puce à l'oreille ou... je suis fan à la fois de... écoute, quand on aime le bricolage, on aime parfois la mécanique automobile. J'aime beaucoup la mécanique automobile. D'accord. Non, vous n'allez pas vous lancer parce que ça peut être, en effet, comme tu le dis, c'est des marchés connexes quand même. Hein. Mais Oscaro existe depuis longtemps, tu vois. Oui, Et, oui. et ce qui fait, on parlait tout à l'heure de pourquoi est-ce que le digital est si en retard dans le marché des particuliers, était si en retard en 2013 quand on s'est lancé, et encore en retard aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'offres sur Internet. C'est un marché sur lequel il n'y avait pas d'offres. Oscaro a créé l'offre pour les garagistes il y a très longtemps. Et donc après, d'autres acteurs sont venus. Mais du coup, cette offre existante, le marché s'est développé. Nous, dans notre univers, comme le marché est très dominé par quelques gros acteurs qui n'ont pas intérêt à le faire, c'est vrai chez les particuliers, c'est vrai chez les professionnels, du coup, le marché ne se développe pas et est en retard. Mais la taille, je reviens sur ton point initial. Pourquoi ce marché? Pourquoi faire ça avec Christian? Ce qui était important pour nous, c'était la taille du marché. Parce que plus le marché est gros, c'est notre réflexion à nous, l'entrepreneur, mais plus ce marché est gros, plus on a la chance de faire la taille minimale nécessaire pour que l'entreprise soit pérenne. Pardon, je t'en prie. Non, mais voilà, je peux m'arrêter là, mais c'était ça notre réflexion. Moi, ce que je trouve intéressant, il y a une petite famille d'entrepreneurs qui se connaît bien, parce qu'évidemment, je regarde en même temps Christian et son profil sur LinkedIn, et je vois deux choses. Je vois EDEC, mais bien avant toi, et je vois directeur administratif et financier de Smartbox et Otium Capital, donc du coup, groupe Smart & Co. Donc, j'imagine qu'il y a des endroits où vous vous êtes rencontrés. L'écho que tu me fais là avec la taille du marché et cette forme d'ambition importante me fait penser à Antoine Fraisse, que tu dois connaître aussi, j'imagine. Ah, très bien, il a été patron. Voilà. C'est lui qui m'a recruté chez Otium. Voilà, qui est quelqu'un que je croise assez souvent devant l'école d'ailleurs, et que j'aime beaucoup, que j'admire énormément, et qui m'a dit sur ce podcast aussi, tu vois, en gros, nous chez Kerala, on n'investit pas dans des boîtes qui vont faire 30-40 millions, quoi, parce que tu vois, à quoi bon, en fait? On a autant de chances de se planter en mettant 1 million dans une boîte qui va faire 30-40 millions qu'en mettant 1 million dans une boîte qui va faire 3-4 milliards. Donc finalement, autant aller mettre dans une boîte qui fait 3-4 milliards, tu comprends vite l'idée. C'est vrai que c'est vraiment des remarques qui m'ont beaucoup marqué dans ce podcast depuis presque 200 épisodes. C'est des trucs où ça me fait toujours beaucoup réfléchir, parce que finalement, tu vois, j'ai pas mal d'invités depuis qui sont venus sur ce podcast, qui ont des business autofinancés ou pas, qui n'ont pas levé. En effet, quand tu as levé 300 millions, si tu fais que 30 millions à la fin, ça pose un problème. Mais qui ont des réussites admirable, donc pareil, je suis vraiment tu vois, très fan, mais vous avez vraiment cette vision qui est très large. Alors dès que tu es dans le consumer, la distribution, etc., tu es obligé, je sais pas si toi tu as été bercé là-dedans, on est d'accord? En fait, écoute, moi j'apprécie beaucoup Antoine, et j'ai eu des discussions très très riches avec lui pendant les 4 ans où nous avons travaillé ensemble chez Otium. On reviendra sur l'origine de Mano Mano, mais Christian, Antoine et moi travaillions tous les 4 à l'époque dans une équipe, enfin tous les 3 à l'époque dans une équipe où le 4e était un certain Stanislas Nyok-Chateau, le fondateur de Doctolib. Donc ça te donne un peu une idée de l'équipe de 4 personnes qui était chez Otium à l'époque, avec un 5e qui s'appelait Olivier Chasse, et qui est parti monter une entreprise en Afrique du Sud, une place de marché notamment.
Donc voilà, c'est effectivement un petit milieu que ces 5 personnes. Mais c'est plus une question de réalisme qui nous a fait prendre conscience de l'importance de la taille, tout simplement parce que une entreprise pérenne, c'est une entreprise dans laquelle il y a plus que 5 ou 10 salariés, parce que une entreprise tech à minima a besoin d'un certain nombre de développeurs et de personnes dans la partie tech. Il y a besoin de personnes pour couvrir les vacances. Enfin, là, je suis sur des choses très très pragmatiques, mais quelle que soit la taille, enfin quelle que soit l'entreprise qu'on veuille créer, pour qu'elle soit pérenne, il faut qu'il y ait un minimum de personnes à un certain niveau. Et ça, tu vas le traduire de manière très pragmatique encore en euros. En fait, ça a un coût. Avoir un minimum 15 personnes, 20 personnes pour que l'entreprise puisse tourner, que les gens puissent prendre des congés, qu'il puisse y avoir les gens avec le bon niveau de seniorité, ça a un coût de quelques millions d'euros en coût annuel. Et donc, pour que l'entreprise puisse, avec ses marges, payer quelques millions d'euros annuels de coûts salariaux, la taille de l'entreprise va être au minimum de temps. Et ensuite, une fois qu'on a fait le calcul, on se dit quelles sont mes chances de créer une entreprise qui fasse 50 millions à minima dans un marché qui fait 500 millions, ou quelle est ma chance de créer une entreprise qui fait 50 millions à minima dans un marché qui fait 100 milliards. Et c'est là où en fait tu te rends compte que dans tous les marchés, on part pas avec la même chance de créer une entreprise pérenne. En tout cas, il me semble. Oui, mais tu vois, je vais me porter en faux un petit peu. Je te parle de gens que j'ai pas pu. Mais là, je vais te donner un exemple. Mais j'ai échangé il y a quelques temps, il y a un peu plus d'un an, je dirais, avec Bastien, qui a monté Guy Aubourg, qui a monté une boîte qui s'appelle Premier Cadeau et qui est un des leaders français sur les médailles de baptême, tu vois. Et il a une entreprise pérenne. Je dirais rentable ou très rentable, je sais pas, mais en tout cas, ils sont quelques-uns. C'est une niche, ils s'éclatent, ils peuvent créer des nouvelles choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu as raison. Mais vous n'êtes pas du tout inscrit dans cette lignée qui est de dire finalement, il y a des gens qui ont des business perso qui peuvent vivre bien, voire très très bien. Écoute, Mathieu, tu as complètement raison. L'alternative à ce que je viens de dire, c'est un business où il y a de la marge, où il y a beaucoup de marge, suffisamment de marge pour être confortable. Et c'est un peu plus proche du monde de l'artisanat, où tu vas faire moins de choses, tu vas les faire très bien, et tu vas les faire avec des marges qui sont plus confortables. Mais à partir du moment où tu es dans un vertical, dans un univers où les marges sont disputées, où les marges sont un peu plus tendues, il me semble que le volume, c'est pour avoir à la fin les moyens de payer une équipe qui ne t'oblige pas à être sur le pont 24 heures sur 24 et qui te permettent de te projeter à long terme dans une entreprise. Il faut des moyens. Et les moyens, soit tu les as parce que tu vends peu mais avec beaucoup de marge, soit tu vends beaucoup avec des marges de marché plus concurrentielles. Tu vois, c'est un peu la réflexion. Clairement. Mais voilà, c'est vrai que du coup, j'ai pas mal d'exemples qui me viennent, mais tu vois. Mais merci maman, je pense tu as un peu la même chose. Merci maman, je sais pas si tu connais Béatrice et son mari qui sont les fondateurs de Merci maman, qui est une chouette entreprise qui a commencé en Angleterre. J'y pense parce que tu penses médaille de baptême. Là, c'est pas des médailles de baptême, mais c'est des bijoux, c'est des bijoux féminins pour et tu vois, Kate, la princesse anglaise, a été une des premières à le prendre. Donc, c'était un super marketing viral pour l'entreprise, créé par des Français à Londres et maintenant dans plusieurs pays européens. Et c'est une entreprise dont l'objectif n'est pas d'être grosse en termes de milliards. Par contre, c'est d'innover, de faire des produits modernes et qui plaisent au public et qui a des marges qui sont celles de la bijouterie. Je pense à Ma Place en Crèche, qui est une entreprise qui est grosse et qui pour autant est sur un marché qui est certainement un peu plus petit qu'un marché à 200 ou 300 milliards et qui marche très bien. Et tu vois, et avec des super entrepreneurs. Je vais monter Ma Place en maison de retraite, il y a beaucoup d'avenir. C'est peut-être le prochain business à créer. Moi, je crois beaucoup dans la silver economy. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire dans ces domaines-là. Mais écoute, les EHPAD, c'est pas du VC. Là. Je vais avoir 20 propositions après ce podcast. J'y vais. Je viens avec vous. Je rentre si Betsy. Ouais. Non, mais oui, voilà, il y en a vraiment plein et je trouve ça moi aussi assez intéressant. Mais en effet, t'es pas du tout dans le même
dans le même type. C'est pas la même histoire, ouais. La même histoire. Mais alors, du coup, ce qui me fait revenir, on va revenir aux origines, mais ce qui me fait revenir, et du coup, penser au nom. Et autant j'ai envie de te dire Mano Mano, c'est un super nom, parce que Mano Mano, main dans la main, partenaire, avec tes clients, etc. Assez j'imagine, international. Je ne sais pas si les Anglais comprennent Mano, parce que c'est hand, mais en tout cas, j'imagine que les Espagnols, les Italiens, etc. Donc, voilà. Donc, très belle, je trouve ça. Voilà. Autant mon échelle, c'était quand même vraiment pourri, quoi. mais ouais. Je suis d'accord. Écoute, je vais te raconter l'histoire de Mano Mano. En tout cas, comment on en est arrivé là. Et avant d'en arriver à Mano Mano, pourquoi est-ce que c'était mon échelle? Okay. Parce qu'il faut comprendre l'histoire dans laquelle ça s'inscrit. Ouais. Et il faut comprendre que là, depuis presque une heure, on parle de taille de marché, on parle d'avantages compétitifs, on parle de sujets hyper sérieux et très réfléchis. Maintenant, on va être honnête et on va dire les choses telles qu'elles se sont passées. Mon échelle puis Mano Mano, c'est avant tout une histoire humaine. C'est une histoire de deux personnes. C'est une histoire de Christian et Philippe. Attention, il nous sort le pitch là, donc vous êtes prêts? Là, ça va envoyer. Mais non, mais alors je tiens à dire qu'il y a Alexandre qui nous écoute en même temps, donc le direction comme corporate. Donc Alexandre, écoute bien. tu vas le noter sur 20 pour voir s'il fait bien le pitch. Alors, écoute Mathieu, tu serais étonné si tu pouvais te transporter il y a 7-8 ans de voir la réalité des moteurs humains qui ont été qui nous ont poussé avec Christian à créer mon échelle à l'époque. Et en fait, c'est d'autant plus simple que tu connais Antoine Fraisse, qui était à l'époque notre patron avec à Christian et à moi-même. Et donc tu pourras lui poser la question de selon toi Antoine, sur 10, quelle note tu donnerais à Philippe et Christian dans leur job chez Otium Capital? Et je pense qu'ils nous donneraient à tous les deux une note probablement en dessous de 5 sur 10. Et pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Parce que et Christian et moi, nous n'étions pas à notre place en tant qu'investisseurs. Autant Antoine est un très bon investisseur, c'est quelqu'un qui est là-dessus est très avisé, il a vraiment du flair et un bon raisonnement pour aller avec. Autant Christian et moi, ce n'était pas notre métier, c'est pas le métier pour lequel nous étions faits. On est arrivé là pas complètement par hasard, mais pas en étant à notre place. On va le faire. Donc j'avais mis mon téléphone en mode avion, mais je vais lui envoyer une note vocale. On va voir si dans les trucs. Alors ta question est sur 10, combien tu donnerais donc à Christian et à Philippe sur leur job chez Otium? Exactement. Et fais attention parce qu'Antoine est trop gentil. Je soupçonne qu'il te donnera quelque chose de bien trop clément. La réalité, Mathieu. Attends, excuse-moi, je lui pose la question en même temps. Antoine, je suis en train d'enregistrer avec donc Philippe de Chanville et il me pose la question sur 10, combien tu donnerais à Christian et Philippe dans leur job chez Otium Capital? S'il te plaît, sois totalement réaliste. N'essaye pas d'être plus ou moins gentil qu'il faut. Voilà. J'attends ta réponse pendant l'enregistrement si tu peux. À plus. Voilà, on va voir si j'ai la réponse. Et voilà, donc il y a la réalité de notre métier en tant qu'entrepreneur, enfin investisseur à l'époque. Honnêtement, je plains les quelques entrepreneurs avec lesquels j'ai travaillé de très près. Je pense aux deux formidables entrepreneurs de Camping & Co, Guillaume et Jean-Michel, qui, je pense honnêtement que je leur ai autant fait perdre du temps que je n'ai pu les aider en tant qu'investisseur. Le fait de les financer, je pense, c'est une aide non négligeable, sinon l'entreprise ne serait plus là. Mais le temps que j'aurais fait perdre en tant qu'investisseur, parce que j'étais pas à ma place et je cherchais à apporter de la valeur, probablement de la mauvaise manière. Et tout ça pour te dire que Christian et Philippe se rendent compte que en tant qu'entrepreneurs, ils sont pas à leur place dans le monde professionnel. Et Christian avait déjà auparavant une expérience entrepreneuriale. Il avait créé pendant investisseur, 5 ans. Oui, il a créé pendant 5 ans une entreprise dans le monde de la formation professionnelle. Okay. Il avait dû fermer son entreprise au bout de 5 ans, mais ça lui avait vraiment donné le goût de ce genre de choses. Et moi, je me posais la question en parallèle de
avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'ai fait pratiquement que de la finance. J'étais dans des cabinets d'audit pour faire du M&A. J'ai été dans un fonds de private equity à Londres. J'avais été chez Otium Capital, un fonds de capital risque. Et je sentais que ça n'allait pas. Et donc, je me posais la question, tu vois, c'est un peu la crise de la trentaine, mais qu'est-ce que je devrais faire? Et je me suis rendu compte, après un peu d'introspection, que c'est un process qui a pris une année, que je n'étais pas fait pour des métiers d'investissement, mais plutôt pour des métiers où on était à la fois dans l'action et avec du management. Et j'avais besoin d'un environnement où on puisse manager quelqu'un. Tu as bien compris, les fonds de capital risque, ce sont que des gens qui sont complètement autonomes, autoporteurs. Il n'y a pas vraiment de management et je manageais absolument personne. Et puis, tu n'es pas dans l'action, tu es dans la réflexion, le jugement, des choix d'investissement. Et Christian se connaissait lui déjà un peu mieux et il savait que lui, il voulait reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale. Et donc, nous nous sommes dit, si on devait créer quelque chose et si on le crée ensemble, et on a commencé à réfléchir au marché. Et là, je nous renvoie à notre discussion tout à l'heure, qui était de dire, à l'époque, on était tous les deux en train de retaper un appartement et une maison, et on se disait, mais notre expérience de client, elle est désastreuse sur le marché, parce qu'on trouve rien sur Internet, et on en a marre de passer nos week-ends en voiture à courir les magasins. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est dit, c'est peut-être le bon marché à creuser, en plus il est gros et il n'est pas digitalisé. Et comme on n'avait pas les moyens de créer un e-commerçant, et honnêtement, le e-commerce pur où tu achètes du stock avait pas très bonne presse, parce qu'on voyait bien que c'est un modèle qui était difficile à faire grossir, ça nécessitait beaucoup de capitaux et c'était pas rentable. On s'est dit, le bon modèle n'est pas un modèle de e-commerçant pur. On a regardé les services purs. On a réfléchi pendant un temps à faire un site qui ne soit que communautaire, parce que le bricolage nécessite énormément de conseils. Et là, on s'est dit, on va avoir du mal à en vivre, à en faire vivre nos familles, et l'un et l'autre, parce que on aura du mal à monétiser le trafic et l'audience. Vous étiez déjà parents tous les deux? Exactement. Christian a 10 ans de plus que moi, donc, et lui, il avait déjà 4 enfants, et moi, j'en étais à mon 3e enfant à l'époque. D'accord. Donc, on avait tous les deux charge d'âme, dans le sens où on se disait, il faut quand même qu'on arrive à faire vivre nos familles, et c'était notre critère numéro 1 en termes de création d'entreprise. On cherchait pas à faire une entreprise qui fasse des milliards. On cherchait pas à être le leader européen. Pour être honnête, on avait comme seule ambition d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui lui permette d'en tirer un salaire normal et qui nous permette d'être épanouis dans notre vocation professionnelle. On ne voulait pas créer une multicorne ou ce que tu veux. Juste pour être très clair. Certaines personnes lancent une entreprise en disant « je serai le roi du monde demain », ça n'a jamais été notre ambition avec Christian au démarrage. L'ambition est venue avec le temps et en se rendant compte petit à petit que on pouvait faire une entreprise qui dépasse l'Île-de-France, on pouvait faire une entreprise qui dépasse les frontières nationales. Et donc, d'où mon échelle. Et voilà, mon échelle, pourquoi? Parce que avec Christian, on passait nos journées avec Pierre-Édouard et Antoine, et puis le soir, entre 21h et 23h, on se retrouvait dans des bars et où il y avait du Wi-Fi, et on réfléchissait, on travaillait ensemble sur le sujet, notamment des bars d'hôtel à la Défense ou des endroits comme ça, parce que c'était assez glauque, mais c'était à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Et finalement, un jour, on s'est dit quel nom va-t-on donner au projet? Et on voulait le nom d'un outil qui soit assez reconnaissable dans notre univers, mais aussi quelque chose qui aide et qui soit aussi bien pour le jardin que pour la maison. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'échelle. Et puis, ça nous faisait rire à l'époque, au bout de 3 bières, de se dire que qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai passé le week-end sur mon échelle. Voilà, à l'époque, on avait un humour un peu potache. Je dirais pas qu'il est disparu, mais ça nous a fait choisir mon échelle. Et le nom de domaine était disponible, donc ça nous suffisait bien. Et tu vois, on n'avait pas la vocation internationale à l'époque. Oui, évidemment. C'est un signe fort qui se dit, oui, tu t'appelles pas un site mon échelle si tu te dis je veux être leader européen. Et non. C'est un problème. Mais Et puis petit à petit, j'ai envie de te dire, pourquoi on serait passé de mon échelle à Mano Mano? Mais parce qu'on s'est rendu compte que on a eu beaucoup de plantages. Ça t'intéresse, je peux te raconter nos vrais gros fails du début. On a eu 2. Tu vas me raconter. Attends, je te donne la réponse d'Antoine du coup. Ah oui. Il me dit, je lui ai dit chez Otium qu'il est un entrepreneur exceptionnel, 9 sur 10. Donc tu avais raison, tu te sous-estimes ou il te surestime. Mais chez Otium, il n'était pas un entrepreneur au sens strict, mais ses qualités d'attaque et de doueur étaient vraiment évidentes. Plus personnalité exceptionnelle. Il me dit ici beaucoup mieux que 5. Au fond, c'était
pas son truc. Otium étant un tiers investisseur, 2 tiers entrepreneur CoinJob lui a permis de trouver encore plus sa voie, vraiment. Donc, c'est exactement ça. Dithyrambique quand même. Alors il est très sympa. Oui, mais Antoine est toujours un mec très sympa, ça faut le savoir. Et il est vraiment, c'est vrai. Il est vraiment chaleureux. Mais ce qu'il dit est juste, c'est-à-dire que et Christian et moi, nous étions des entrepreneurs, mais pas des investisseurs. Et donc, Otium nous a permis de nous en rendre compte, ce qui était génial. Ça a été un vrai tournant pour nous. Alors, j'ai enregistré hier avec, je sais pas s'il sortira avant ou après ton enregistrement, mais Bernard Liotto, Business Object et aujourd'hui Balderton. Et j'ai l'impression que c'est quand même un bon investisseur parce qu'avec Balderton, il a pas fait que de la merde. Mais c'est des qualités différentes, c'est des étapes de la vie différentes selon toi. Je lui disais justement qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, une fois qu'ils avaient fait des exits, qui voulaient devenir investisseurs. Il y avait quelques investisseurs quand même dans des fonds, notamment parmi les plus jeunes, qui voulaient vraiment, on sent, ça leur, tu vois, ça leur ronge l'âme de devenir entrepreneur, de passer de l'autre côté. On a certains qui ont fait des sauts d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai eu Marc Fournier de Serena sur ce podcast. Il a été entrepreneur, il est investisseur, mais de temps en temps, je sens le truc en Marc. Tu connais un peu Marc, mais tu sens qu'il a envie de retourner de temps en temps de l'autre côté de la barrière. Tu crois que c'est que des qualités différentes parce que une fois que tu as vécu ce que tu as vécu avec Mano Mano, l'expérience que tu as de la scalabilité, de justement ces changements de marque, du recrutement, de plein de choses, elle est quand même priceless, comme diraient nos amis anglais, pour d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose, non? Écoute, je crois que d'abord, le premier point, c'est une question d'âge. 2, c'est une question d'expérience. Une question d'âge parce que non pas qu'il y ait un âge pour être entrepreneur et un âge pour être investisseur, mais en fonction de ton âge, tu as des attentes différentes, tu as des niveaux d'énergie différents, tu as des volontés différentes d'accepter de se mettre au chômage, puis au SMIC pendant 2 ans, 3 ans, comme on l'a fait Christian. Il y a des âges où tu es prêt à le faire, des âges où tu es peut-être moins prêt à le faire. Et ensuite, il y a des questions d'expérience parce que être entrepreneur puis être investisseur, ça aide énormément dans le sens où tu te bénéficies d'un œil un peu plus aguerri pour juger des gens, des situations, des projets. Une fois que tu as déjà été entrepreneur, puisque tu as eu à prendre des décisions sur le terrain, donc tu peux juger peut-être un peu mieux après en tant qu'investisseur, tandis que être investisseur puis entrepreneur, ça aide pour les levées de fonds par exemple, et ça nous a aidé avec Christian, le fait qu'on ait tous les deux été investisseurs nous a aidé dans nos premières levées de fonds, c'est indéniable. Mais au fond, c'est pas absolument requis et c'était plus une erreur d'aiguillage, je pense, pour être transparent, et c'était pas du tout quelque chose de réfléchi comme ça. Avant de revenir sur l'aventure Mano Mano, si tu peux me donner, je sais pas, si tu pouvais me condenser en 3 secrets, 5 secrets, mais en quoi ça t'a aidé ou qu'est-ce que quand t'es passé des 2 côtés de la barrière et que tu fais des pitchs pour aller lever de l'argent en tant qu'entrepreneur, quand t'as été investisseur, quels sont les je sais pas moi, éventuellement les endroits dans lesquels il faut pas sombrer ou les choses qu'il faut absolument faire? Écoute, il y a différents types d'investisseurs. Les investisseurs capital risque pour le tout début, pour les premiers tours de table. Ensuite, des investisseurs pour les fonds de croissance qui investissent dans des entreprises plus matures avec d'autres business models. Et puis après, enfin, tu as des investisseurs de type LBO, etc. Où là, ces entreprises qui génèrent déjà pas mal d'EBITDA, qui ont des taux d'endettement importants ou d'entreprises cotées. Donc, en fait, à chaque stade de croissance de l'entreprise, il y a des types d'investisseurs différents et qu'une expérience différente. Avec Christian, nous étions investisseurs plutôt donc très early stage, on crée des entreprises en interne chez Otium Capital à l'époque, et donc on voyait les entreprises au tout début. Et nous, ça nous a donné l'expérience et l'expertise de petites structures, de comment on démarre une petite structure, de comment on finance et quels sont les besoins de financement d'une petite structure. Pierre-Edouard Sterrin, qui est un excellent entrepreneur, pour lequel j'ai énormément d'estime, a été là-dessus un bon exemple et ces questions, tu vois, lui était devenu plus investisseur qu'entrepreneur à la fin de notre période chez Otium et les questions qu'il posait aux entrepreneurs étaient très éclairantes pour nous parce qu'il les posait avec l'expérience de l'entrepreneur justement, et donc ça c'était passionnant, et ensuite il y a le fait que ça nous apporte une bonne compréhension des attentes d'un fonds d'investissement et notamment d'un fonds d'investissement, ce qu'on appelle early stage ou capital risque, parce que on comprend que ces jeunes fonds-là, enfin ces fonds qui investissent dans des jeunes entreprises, investissent avant tout dans un marché
un projet et surtout une équipe, les personnes. Ce que j'ai beaucoup entendu dire, c'est chez ces fonds-là, c'est que investir dans la bonne personne qui est porteur d'un projet pas tout à fait mûr ou pas tout à fait le bon projet, c'est pas très grave, parce que si c'est la bonne personne, il tâtonnera, il trouvera, ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais il trouvera une manière de faire marcher son projet. Investir dans le bon projet porté par les mauvaises personnes, entre guillemets, donc des gens qui n'ont pas forcément les compétences requises pour mener à bien ce projet, c'est beaucoup plus certainement voué à l'échec. Et donc, mais il y a le troisième ingrédient qui est intéressant, c'est le marché. C'est-à-dire que, tu l'as dit, si tu es la bonne personne avec le mauvais projet, mais sur le bon marché, finalement, voilà. Mais si tu es la bonne personne avec le mauvais projet sur le mauvais marché, il y a quand même peu de chances aussi qu'on investisse. Il faut quand même avoir senti un besoin sur un marché sur lequel tu vas pouvoir un peu aller tâtonner pour trouver ta voie. Oui. Hein. C'est sur des considérations plus macro, ça, les considérations de marché, mais on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est quand même très important et j'y prête beaucoup d'attention. Et comment tu es la bonne personne? Je suis désolé, c'est une question bien large, mais comment tu rassures? C'est quoi les signaux qui envoient à des investisseurs en early stage qu'est-ce qui fait qu'ils vont se dire tiens, c'est une bonne personne, une bonne équipe, c'est solide, ça me plaît, plutôt que est-ce que c'est la méga ambition? Est-ce que c'est la réassurance? Est-ce que c'est Moi, écoute, pour bien faire, il faudrait poser la question à des investisseurs. Tu vois, typiquement, Antoine Fraisse serait la bonne personne à qui poser ces questions-là, parce qu'avec Kerala, il a un flair incroyable et ils ont un très bon track record pour choisir des bons entrepreneurs. De mon point de vue, ce sont des gens qui sont rassurants. Rassurants parce que pragmatiques, rassurants parce que réalistes. Pas forcément besoin d'être hyper expérimentés. Par contre, des gens qui, dans leur discours, dans leur manière d'anticiper les choses, sont réalistes. Quelqu'un qui te fait un business plan où il arrive à 5 milliards au bout de 3 ans, avec quelque chose d'absolument fantaisiste, ou quelqu'un qui est beaucoup trop conservateur et qui du coup n'arrive pas à quelque chose de rentable assez rapidement ou qui met beaucoup trop de temps à se développer. Dans les deux cas, ça fait peur parce qu'on se dit que ce sont pas des gens qui comprennent la réalité à laquelle ils vont être confrontés. Donc, pour moi, c'est une forme de réalisme. Et honnêtement, il y a une question de confiance derrière, enfin, de fit humain. Cette confiance, c'est beaucoup. Est-ce que je m'entends un peu avec la personne? On en parle toujours, mais la relation entre un investisseur, surtout au début, et l'entrepreneur est fondamentale. La relation de confiance qui se noue. Moi, je pense toujours à Philippe Colombel de chez Partech qu'on a chez nous comme investisseur depuis très longtemps. C'est une relation humaine qui s'est créée et c'est un fit humain qui doit être là parce que il y a un moment, pour être honnête, où les résultats de l'entreprise sont pas au rendez-vous et il faut se regarder les yeux dans les yeux en se disant est-ce que je lui fais confiance pour redresser la situation ou non? Est-ce que je fais confiance à mon investisseur pour me suivre là-dedans ou non? Et là, ça devient vraiment une relation personnelle. Tu sais que souvent, je vais chercher éventuellement chez des sportifs, des artistes ou des gens, des sujets un peu pour inspirer potentiellement des personnes qui ne sont pas dans cet univers. Et à l'inverse, quand je t'écoute dire tout ça, je me dis, mais c'est valable aussi, j'imagine, dans d'autres secteurs de vie et aussi potentiellement chez des sportifs et des artistes, c'est-à-dire la personnalité, mais aussi la lucidité. Oui. Tu vois, quand je parle de lucidité, moi, il y a un truc que j'adore dans que je fais de plus en plus avec les boîtes que je conseille ou dans lesquelles j'investis ou qu'on crée, nous, avec Cosa Vostra, mais qui est de dire dans une slide, tu vois, dans un deck, dans une présentation, avoir au moins une slide qui dit voilà nos faiblesses, quoi. Voilà où on doit progresser, comment on va les adresser, les faiblesses du projet ou les faiblesses de l'équipe ou les faiblesses du marché, ou tu vois, je veux dire, voilà, on est conscient de ça parce que déjà ça permet à la personne potentiellement d'en face de se dire alors peut-être de gagner du temps sur certaines choses, mais aussi de se dire ok, tu vois, si j'arrive à lui purger de toutes les remarques qu'il allait me faire juste après et de lui dire tiens, bah voilà comment je vais derrière tu arrives au bout, tu te dis bon ouais, l'équipe, elle est... Ouais, ok, c'est smart. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Alors ça, c'est clairement quelque chose qui va créer de la confiance, je pense, et faire preuve de réalisme. Je sais pas si je le mettrai par écrit, ne serait-ce que parce que les decks circulent et que pas expliquer ou pas avec le bon ton de voix, ça peut aussi faire peur. Mais c'est vraiment quelque chose à dire de manière très calme
et très posé pour montrer que on comprend aussi les risques et qu'on les prend en compte. Tu as raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mathieu. Et je me dis, tu vois, par extension, que quand je pense que tu es un sportif, un artiste, etc., avoir conscience de tout ça, c'est aussi les points dans la vie, même plus largement. Hein, si c'est juste un hobby de cuisine ou de bricoleur, si tu as conscience de tes faiblesses et que tu vas sur un tuto YouTube, une masterclass ou quoi d'autre, les compenser, c'est juste comme ça que tu progresses. Donc, Mais alors, tu sais, écoute, si tu me permets, hein, là, on parle de relations, on parle de les facteurs profonds de succès ou qui permettent de convaincre quelqu'un, de savoir qui on est. Je peux pas te laisser parler de sportifs de haut niveau et de facteurs de succès sans parler du sujet qui est pour moi le sujet critique, parce que c'est pas un sujet business en tant que tel, c'est pas un sujet stratégique de marché, de type d'investisseur, de comment je fais mon acquisition, etc. Mais je crois que c'est le vrai sous-jacent de la croissance de notre entreprise et de la définition de la culture qui va avec. C'est l'association de deux fondateurs, Christian et Philippe, qui ont décidé de se lancer ensemble. Et je t'ai raconté pourquoi est-ce qu'on s'était lancé, parce qu'on n'était pas tout à fait à notre place, parce qu'on se sentait tous les deux l'âme entrepreneur et parce qu'on avait des besoins de bricolage, etc. Ça nous a permis d'identifier un marché. Mais dans le fond, ça se faisait moins en 2013, ça se fait beaucoup plus maintenant. La raison du succès, ou en tout cas de la croissance jusqu'à présent de Mano Mano, ça a été le fait qu'il y ait un duo d'entrepreneurs cofondateurs, 50-50, à parité sur tout, à l'initiative de cette entreprise. Et je te parlais tout à l'heure de co-CEO aussi, pardon, co-CEO. Co-CEO, exactement. Ouais. C'est cet élément-là, en fait, si je n'explique pas cet élément-là, c'est très difficile de comprendre à la fois la nature de la culture chez Mano Mano, qui nous a permis de recruter les personnes qui ont permis le succès de l'entreprise, et ce qui a fait que ça avance et que ça en est là où ça en est aujourd'hui. Pourquoi ? Mais parce que en fait, le fait d'être deux avec Christian nous a rendu, nous a fait bénéficier chacun des talents de l'autre. Tu parlais tout à l'heure des faiblesses de l'un ou des faiblesses du projet. La réalité, c'est qu'être deux, ça prend beaucoup plus de temps. Être deux, c'est accepter de, entre guillemets, perdre du temps au quotidien pour se mettre d'accord, pour argumenter, jusqu'à arriver à un compromis. Par contre, ça donne beaucoup plus de force et de justesse dans les décisions. Et la conséquence de ça, c'est que ça a été une épreuve d'humilité. Écoute, c'est un peu comme la vie de couple. Il faut accepter de se tromper, de le dire. Il faut accepter de reconnaître ses erreurs. Il faut accepter que parfois on est confronté à des personnes qui ne pensent pas comme nous et avec lesquelles on n'est pas d'accord. Mais quand on est associé dans une entreprise, on est obligé de se mettre d'accord sur la direction stratégique. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que être deux, ça suffit pas. Il y a un framework autour. Il y a je veux dire, être deux et jamais se parler, être deux et tu vois, je parle souvent de transparence radicale ou enfin voilà, mais être deux et pas se dire vite et bien ce que je fais. Moi, j'ai 3 associés, tu vois, mais enfin, quand il y en a un qui fait un truc bien, on lui dit. Et d'ailleurs, souvent, on n'insiste pas assez là-dessus, on le dit pas assez vite. Quand il y en a un qui fait de la merde, on lui dit ça. Ça, on n'hésite pas à le dire. Ouais, tu vois. Non, mais ça peut être un peu dur, mais en l'occurrence, on sait que c'est très bienveillant, que c'est pour le bien de tous et que c'est pour progresser. Donc, se tarter de crème, enfin, ouais, tu vois. Mais le sujet, bien, mais en l'occurrence, être capable de se dire, oula, attention, ou même avant que les gens dérapent, ou quand on sent qu'il y a des trucs, qu'on dit attention là-dessus, voilà. Et hier, j'étais hier soir avec un de mes associés qui me disait la journée dure qu'il avait passée, des échanges durs, des choses, voilà. Et à la fin, je pense que déjà, alors là, c'est autre chose, c'était une phase plus d'écoute, mais aussi de réaction, quoi. Et lui dire, tu sais, enfin, non seulement ça fait partie de notre job, mais c'est aussi des défis qui, quand tu prends du recul, sont sympas à surmonter, quoi. Mais quand t'es dans le dur, ouais, c'est dur, quoi. Bon, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toute cette partie de manière de travailler à deux qui est, je trouve. Alors, et si je vais même
très loin, hein, au-delà du co-CEO, co-fondateur, et j'apprécie énormément depuis le début de cet épisode la manière dont tu mets en avant aussi Christian Resson en citant bien à chaque fois, et tu fais le branding de ton associé, et je trouve que c'est très beau, très bien fait. Mais si je projette ça jusqu'au nom, je ne sais pas si c'est volontaire, mais le mano, deux manos, donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort et qu'on ressent. Mais oui, alors effectivement, tu as raison. Une des raisons pour lesquelles on a choisi Mano Mano, la première, c'était que ça nous permettait d'aller à l'international dans tous les pays au nord et au sud de l'Europe, et que un nom anglais en Espagne, en Italie, ça ne passait pas parce que l'espagnol et l'italien, c'est pas un cliché, mais parlent mal et comprennent mal l'anglais. Donc un nom complètement anglais serait mal passé. On avait besoin d'un nom qui passe français également, hein, on peut le dire. Oui, non, mais c'est certain. Non, oui, mais encore plus en Espagne et en Italie. Ouais. Et donc du coup, il fallait quelque chose, et on voulait quelque chose qui soit européen et qui soit pas américain, donc par nature. Donc on voulait pas forcément quelque chose d'anglophone. Mais pour revenir sur le sujet de l'association Mano Mano, une des choses qui nous a fait choisir ça avec Christian, même si le nom était un peu trop long par rapport à nos critères du début de choix d'un nouveau nom, c'était que Mano, outre c'est la main, c'est la main qui aide, la main du bricolage. Enfin, le bricolage, s'il y a bien un domaine dans lequel on fait avec ses mains, c'est le bricolage et le jardinage. Il y a Mano et Mano. Avec Christian, on se présentait souvent comme l'un étant Mano et l'autre étant Mano. Donc effectivement, il y a cette notion de duo dans le domaine. Mais vous l'avez trouvé tous les deux? Non, pas du tout. On est passé par une agence qui devait nous le trouver en 2 séances, et finalement on a insisté, c'était plutôt en 4 parce que on a failli s'appeler Pomelo et finalement c'est devenu Mano Mano. Mais pour revenir sur... C'est mieux. Oui, je trouve aussi. Bon, il y a toujours le truc du fruit, quoi. Je sais plus dans quel... mais il y a Apple, il y a Orange, il y en a plein. Pumpkin, oui, litchi, mango, pumpkin, il y en a plein. Donc ça marche. C'est vrai que tu peux te dire si je veux avoir un peu de chance. Ouais, dans le fond, le nom, c'est pas... J'en suis arrivé à la conclusion que le nom, c'est bien que ça fonctionne et que ce soit facile à épeler. Et après, c'est pas très grave si... Oui, mais des belles marques, tu vois, là, on arrive à en parler. Et c'est, voilà, surtout quand tu viens de mon échelle, c'est pas le mec qui insiste sur nous. Mais ouais, pour revenir rapidement sur la question de l'association, on parle souvent, et on dit sans problème, les 2 gros fails qu'on a eu avec Christian quand on s'est lancé. On a eu vraiment deux beaux échecs au démarrage. On parle rarement du 3e. Et pourtant, il est tellement fondateur, et ça nous permet d'être là aujourd'hui. C'est le fail dans notre association. Alors, fail, c'est peut-être un grand mot, mais à un moment, la première fois qu'on a eu des locaux qui nous ont permis d'avoir 2 pièces, on s'est dit, puisque l'un et l'autre, on a chacun une partie du business. Christian s'occupe de la partie offre avec les marchands et les opérations. Moi, je m'occupe de la partie demande avec le marketing et l'IT. Et on s'est dit, chacun prend ses équipes dans une pièce. Et comme ça, on est un peu chacun chez soi. On a tous les deux l'âme entrepreneur, donc on est tous les deux jaloux de notre indépendance. Et on était très heureux de se dire qu'on gérait chacun ses équipes de son côté, et tout en restant évidemment associés, proches, etc. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en faisant ça, on avait beaucoup moins d'échanges informels, que nos plages d'échanges formels planifiées 2 fois par semaine, 2 heures, ce que tu veux. On a du mal à y tenir parce que la vie de l'entrepreneuriat étant ce qu'elle est, qu'il y a toujours un rendez-vous investisseur, un entretien de recrutement, enfin quelque chose qui arrive, qui raccourcit ou qui fait sauter ta plage. Et que finalement, la synchronisation entre nous devenait de plus en plus difficile. Et ce qu'on a remarqué, c'est que si nous, on se synchronisait moins et on se parlait moins souvent, du coup, il y avait des incompréhensions qui arrivaient, il y avait des biais, les équipes, entre guillemets, jouaient dessus, c'est-à-dire qu'elles avaient conscience qu'il y avait une asymétrie de l'information, et donc c'était un peu jouer l'un contre l'autre, et ça nous mettait en opposition, alors que c'était pas du tout l'esprit de ce que l'on faisait. Et du coup, depuis ce jour-là, et ça s'est passé vraiment dans les 10 premiers mois de Mano Mano, ce qu'on a fait avec Christian, c'est qu'on a décidé, et une décision qu'on tient encore aujourd'hui, de se dire, on a mis en place la règle des centimètres. Nos bureaux seront toujours côte à côte, et on bouge. Un trimestre, on est dans ses équipes, un trimestre dans les miennes, on bouge un peu partout dans les locaux. Mais par contre, nos bureaux sont toujours côte à côte pour faciliter les informations informelles, pour faciliter ces discussions à brûle-pourpoint et complètement en débeauté sur des sujets. Tiens, je sors d'une réunion, voilà ce que j'en pense. Et on se le dit en live. L'avantage de ça, c'est qu'on est toujours au courant des informations, à peu près en même temps, qu'on peut en débattre plus facilement. Et ces informations informelles nous permettent d'avoir une relation très humaine où il y a beaucoup moins de biais, il y a beaucoup moins de non-dits, il y a beaucoup moins d'incompréhension. Et c'est ça, c'est une des choses qui fait que notre association tient très bien. On est tous les deux conscients que sans cette association,
on n'en serait certainement pas là où on en est aujourd'hui. L'entreprise n'existerait probablement plus parce que chacun d'entre nous aurait pris trop de mauvaises décisions, chacun dans son coin. Je t'aimais bien jusque-là, mais là, t'es vraiment relou, tu vois. Tu vas me faire tu vas me faire des nœuds dans le cerveau pendant quelques jours. Donc, tout d'un coup, je t'aime nettement moins. Non, je t'explique, parce que évidemment, ce que tu dis, alors, hors confinement, ça marche. Moi, je te dis donc trois associés, mais 2 qui sont partis à Bordeaux. On est en train de faire un super projet. Alors, on a déjà des équipes là-bas, on a des équipes ailleurs aussi, comme vous. D'ailleurs, vous avez des équipes à Bordeaux, tu me l'as dit tout à l'heure. Mais le confinement aussi passe par là en parallèle. Ouais. Et c'est clairement un truc que j'ai dit, le dernier truc que j'ai dit à François hier, qui est l'un des 2 avec mon frère Pierre, qui est parti à Bordeaux. À la fin de cet échange, tu vois, de 20 minutes, une demi-heure, qui est un peu cet échange informel où on s'appelle juste pour s'appeler, tu vois. On fait Ouais, mais c'est super ça. C'est super. Et j'étais au pied de chez moi pendant 20 minutes avant de remonter. Et je lui dis, mais on se parle plus suffisamment tous les 4 ensemble, en fait. Et c'est sûr que ces moments-là où on était tous les 4 sur des bureaux joints, ils me manquent énormément. Et opérationnellement, et juste dans l'aventure humaine aussi. Et à la fois, je suis, tu vois, totalement fan et ébahi de certaines aventures, comme, attends, est-ce que je me trompe? J'en confonds plusieurs, mais il me semble que c'est Automatique, Matt Mullenweg et son associé qui doit être norvégien, ou voilà, ou alors je confonds peut-être avec Basecamp, mais il y en a un des 2 où ils ont toujours été, non, c'est Basecamp, très forte culture du remote aux 4 coins du monde, etc. Et ils ont toujours bien réussi. Donc en fait, quand nativement t'as commencé autrement, voilà. Mais comment, tu vois, la question que je me pose moi, tu vas peut-être pas pouvoir répondre tout de suite comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est comment je fais parade à ça, quoi, avec le confinement d'une part, et par la suite avec 2 associés qui sont plus loin. Comment je réussis tu vois, à m'imposer une demi-heure ou une heure par-ci par-là de discussion avec pas forcément d'ordre du jour. Mais Mathieu, mais tu l'as dit, hein, tu l'as dit. Comment je m'impose ça? La réalité, il y a une question de discipline derrière. C'est est-ce que j'arrive? Pour nous, Christian et moi, c'est absolument essentiel parce qu'on a du mal à s'imposer cette discipline de tenir des plages tous les jours ou toutes les semaines où on se pose, on a écrit à l'avance tous nos points, on est sûr d'en oublier aucun et on descend tous les points. Pour les gens qui sont capables de tenir cette discipline-là, de se noter tous les points pour être sûr de pas en oublier, qu'il n'y ait pas de trucs qui passent à trappe systématiquement, c'est pas un problème. Et tu vois, et j'imagine que des associations où nativement les gens sont à distance, et j'en connais des entreprises où t'en as un qui est en Inde avec toute l'équipe de dev et l'autre qui est en France ou avec l'équipe commerciale. Enfin, tu vois, il y en a plein des boîtes comme ça. Ces gens-là ont appris dès le départ à fonctionner de cette manière-là, et ça correspond à leur caractère, à leur personnalité. Et puis il y a des gens qui ont besoin d'échanges informels parce que c'est leur manière de sentir les choses, de construire une conversation et un projet stratégique. Et moi, je reconnais, pour moi aussi, le confinement n'est pas simple. Et avec Christian, parfois, on se prend des demi-journées complètes sans rien dans l'agenda pour pouvoir échanger sur les sujets stratégiques notamment. Et il en ressort en général des bonnes avancées sur les questions de fond de l'entreprise. Mais le confinement complexifie les choses. Pour les gens comme nous, c'est certain. Il ne nous reste plus beaucoup de temps déjà. Alors, remarque là-dessus, j'ai testé un truc, il va falloir que je vais le retester. Du coup, une appli qui s'appelle Cappuccino, qui est assez intéressante pour pouvoir le faire aussi un peu en asynchrone, peut-être au quotidien. On avait essayé, mais il va falloir qu'on se le refasse, qui te permet en fait d'envoyer des mémos vocaux. Un mémo vocal, potentiellement plusieurs dans la journée, et puis à la fin de la journée, ça te fait comme une mini, ça te fetch un peu tout ça, et ça te fait une sorte de mini, comme une émission de radio ou un truc. Ça peut durer, donc si chacun parle 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, ou plusieurs fois, à la fin, tu vas avoir un truc où tu vas voir chaque associé, chaque directeur, chaque personne de ce cappuccino qui va avoir son truc, et comme ça, tu vas pouvoir avoir un ressenti en bloc, peut-être le recommenter après derrière. Bref, c'était un test qu'on avait fait, ça pourrait être assez rigolo. Intéressant, ouais, c'est hyper intéressant. Bah écoute, pourquoi pas. Voilà, cappuccino, je te l'enverrai. Okay. Ouais, volontiers. Rapidement, tu as parlé alors de Cephel, et avant, je voudrais revenir très vite sur les 2 d'avant, parce que tu me dis que tu en as déjà parlé pas mal, mais je les connais pas forcément. Mais Cephel là, comment il s'est matérialisé? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu
Enfin, est-ce que derrière, il y a eu tu dis, vous l'avez ressenti, mais est-ce qu'il y a eu vraiment objectivement Oui, il y a de la problème? tension. Concrètement, ça crée de la tension en entreprise. Il y a des projets qu'on pas avancé comme ils auraient dû ou qu'on planté. Alors, c'est pas des projets vitaux, mais oui, ça. Alors, ça a duré quelques semaines, hein, mais suffisamment pour que depuis, on respecte très strictement cette règle cette théorie des centimètres, comme on l'appelle, et qu'on s'assure que quand on est présent au bureau, on est présent les mêmes jours et on reste côte à côte pour pouvoir se parler entre les réunions et avoir ces échanges informels. Et autre question là-dessus, quand je t'entends avec donc dans votre association avec Christian, on a quand même l'impression qu'il y a une sorte de bulle. Comment tu arrives à être aussi inclusif avec tes équipes parce que vous êtes, je crois, 600, c'est ça ce que me disait C'est Alexandre ça, tout à l'heure. tout à fait. Donc tu as quand même des gens très capés dans ton board, dans tes directors, etc., etc. Vous arrivez à ne pas trop les exclure de votre relation et comment tu arrives à faire une sorte de graduation entre... C'est une bonne question, d'autant plus qu'on a des bureaux à Barcelone et à Bordeaux, tu vois, on est un peu dans ta situation. Et donc, moi, j'ai le directeur technique avec lequel je travaille tous les jours est à Barcelone, le directeur marketing est à Bordeaux, et le directeur RH est à Paris. Donc, tu vois, je travaille à distance aussi par nature et par design. Et en fait, la relation entre les fondateurs est nécessairement différente de la relation avec tes plus proches collaborateurs. C'est une relation qui est complètement différente parce que ce ne sont pas les mêmes sujets. Ils sont en tout cas pas abordés de la même manière. On a d'autres choses à se dire. Donc, je pense pas qu'il y ait un problème d'overlap ou d'exclusion. Il y a une question de temps, ça c'est certain. Mais je passe plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec mon associé. Par contre, les discussions avec mon associé sont très différentes des discussions avec mes collaborateurs. Déjà, souvent, la franchise entre collaborateurs, enfin, je veux dire, je pense que même elle pourrait être border légalement un peu chaude de temps en temps entre. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais le Très côté bien. la transparence radicale, finalement, il y a des gens qui peuvent dire, mais Oui, mais en fait, moi, tu peux pas me dire des choses comme ça. il y a une question. Ouais, mais derrière, attends, mais tu vois, Mathieu, tout l'intérêt, c'est en fait, quelle est ta culture d'entreprise derrière? Euh, qu'est-ce que tu dis aux gens et pourquoi tu le dis? Et avec Christian, on t'a expliqué que la raison pour laquelle on a créé l'entreprise, c'était pour nous avoir un métier qui nous épanouissait, qui était plus conforme à ce qu'étaient nos caractères et nos talents au moment où on s'est lancé. Et on a créé cette entreprise pour nous s'y épanouir et permettre à nos familles d'en vivre. Et ensuite, avec le temps, on s'est rendu compte que notre idée n'était pas si bête que ça, que le marché prenait bien, et on a eu de plus en plus d'ambition. On a fait développer l'entreprise comme ça. Mais les gens qu'on a recrutés chez Mano Mano, et le fond, ce qui est fondamental dans notre culture d'entreprise, c'est qu'on essaye d'avancer en permanence avec deux jambes. Une jambe humaine, sur chercher cette personne à la juste place, et une jambe business qui va en grandissant aussi, avec une ambition grandissante. Et les gens qu'on a recrutés chez nous, on les a pas recrutés sur le talent uniquement. On les a recrutés sur le savoir-faire et le savoir-être. Et du coup, les relations et les discussions qu'on a avec nos collaborateurs, parfois elles sont personnelles, parfois elles sont assez poussées, mais c'est parce que les gens qui rejoignent Mano Mano, les gens qui viennent chez nous, ils viennent pas juste pour une boîte qui cartonne et qui avance très bien. Parce que souvent, on ne prend pas des gens qui ont plein de talents, qui ont la bonne expérience, mais dont on sent que l'adaptation à la culture d'entreprise ne passera pas. Parce que c'est absolument critique pour nous que les gens qui nous rejoignent pour un projet qui soit et business et humain. Et cette dimension humaine, c'est pas juste l'épanouissement de la personne, c'est chaque personne à sa juste place. Ce qui se dit entre nous est particulièrement compliqué dans une entreprise en forte croissance, mais c'est un autre débat. Mais c'est vraiment avoir les gens à leur juste place et que grâce à cela, ils en ressortent une forme de dignité et d'épanouissement dans le monde du travail. Et honnêtement, c'est une corde raide. C'est un chemin de crête qui est vachement dur à tenir, mais les gens qui viennent chez nous viennent pour ça. Donc les discussions personnelles, engagées, dures, très transparentes, c'est un peu le lot commun. Ce que tu dis sur moi, je le vis dans une moins forte croissance et à ma juste mesure, hein, sans comparaison, mais dans les entreprises en croissance, en effet, la juste place est très compliquée parce qu'il y a la juste place que tu projettes, la juste place. Nous, notre grand
notre grand questionnement du moment, c'est que de temps en temps, tu vois, tu as envie de faire progresser évidemment des personnes qui sont autour de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire faire progresser, tu vois? Et il y a une sorte de nature de manager qui te dit, faire progresser quelqu'un, c'est lui faire progresser en tant que manager, avoir une équipe, j'en ai déjà parlé ici. Mais certaines personnes, alors soit ne veulent pas, en fait, manager parce que ça les intéresse pas, parce que ça peut être dur aussi de manager. Enfin, ça peut pas d'ailleurs, c'est dur. Et veulent plutôt devenir plus experts dans leur domaine. Je pense des créas, des devs, de l'UX, mais même potentiellement des gens qui font du projet ou des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et d'autres ne le savent pas, en l'occurrence. Et là, j'ai des cas comme ça où en fait, on propose des évolutions et on sent qu'il y a une sorte de réticence. On dit mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas trop ce que je veux. C'est hyper compliqué. Qu'est-ce que tu réponds à ça, tu vois, alors que tu es une personne qui humainement fit complètement avec l'entreprise, mais te dit je suis pas sûr de vouloir aller là-dedans, mais je sais pas exactement où je veux aller, quoi. Mais justement, Mathieu, tu as tellement raison. Mais bien sûr. Mais tu vois, quand on parle de la juste place, au fond, je t'ai raconté, on a parlé d'Antoine, on a parlé de Thium. Avec Christian, ce que nous, on a vécu dans le passé, ce que moi j'ai vécu à titre personnel, c'est une personne qui n'est pas à sa place, qui du coup a un engagement moyen pour son travail et ce qu'il fait. Ça va donner quelqu'un qui a pas forcément beaucoup d'initiative, pas forcément quelqu'un qui va surperformer, et donc quelqu'un qui aura une reconnaissance assez moyenne. Et cette reconnaissance moyenne va donner encore moins d'engagement, encore moins d'initiative et de succès, donc encore moins de reconnaissance. Et ça, c'est le cercle vicieux des gens qui ne sont pas dans le bon métier pour eux. Et je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et inversement, une personne qui est à sa bonne place, qui est dans un métier avec un environnement, une équipe qui lui convient, c'est quelqu'un qui va être engagé parce qu'il fait quelque chose qui lui plaît, pour lequel ses talents sont adaptés. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des initiatives, c'est quelqu'un qui va avoir des idées, et parmi ces idées, certaines vont avoir des succès, vont bien se passer. Ça va mener à de la reconnaissance et à de l'estime de soi, ce qui va mener à encore plus d'engagement, encore plus d'initiative. Et ça, c'est le cercle vertueux de la personne à la bonne place. Et tu sais que j'ai vécu des expériences récentes, alors soit de plus juniors, soit de gens qui viennent d'autres entreprises dont la culture est pas du tout comme ça. En fait, qui attendaient de nous qu'on leur dise, ou de moi, que je leur dise mais qu'est-ce que tu attends de moi, tu vois? Et ma réponse souvent était mais toi, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Qu'est-ce qui t'intéresse? Pour essayer de comprendre un peu comment on allait aligner. Et c'est ça. Et mais non, mais c'est pour eux, c'était pas du tout naturel de me dire mais en fait, on s'en fout de moi ce que je veux. Moi, je suis là, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois? Et je leur dis je veux juste aligner les choses pour que tu sois bien, que tu sois épanoui et que comme ça après tu fasses un bon boulot pour moi, pour nous. Mais voilà. Et c'est drôle parce que ça, il y a quand même des cultures. Enfin. Mais Mathieu, c'est exactement. Et tu vois, tu dis qu'est-ce que c'est que le management, qu'est-ce que c'est que du bon management, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement derrière. Chez Mano Mano, mais tu vois, il y a une conviction extrêmement forte, mais qui vient de notre vécu propre. Donc ça, c'est gravé dans notre chair avec Christian, que le rôle du management et le rôle de l'entreprise, c'est de s'assurer que la personne soit à la bonne place par rapport à ses talents à un moment donné, sachant que les talents évoluent avec le temps. Mais du coup, le rôle d'un manager, et encore plus dans une boîte comme la nôtre, où l'âge moyen est entre 29 et 30 ans. Le rôle numéro 1 des managers, il y a 3 rôles chez nous. Un rôle d'exemplarité, 2, un rôle de souci sincère de la personne. Et pourquoi ce souci sincère de la personne? Ce que j'appellerais presque aimer ses collaborateurs, mais pas de manière suave et rose et bisounours, mais c'est les aimer au sens d'avoir un réel intérêt pour eux, pour être capable de les aider à discerner quel est leur talent. Et en fonction de leur talent, est-ce qu'ils sont à la bonne place? Et quand quelqu'un a 25 ans, le meilleur service que tu puisses lui rendre, c'est pas de lui augmenter son salaire de 20%. C'est de s'assurer qu'il est au courant de ce que sont ses talents à lui et donc savoir quel est le bon métier pour lui. Et c'est ça, vraiment rendre service à quelqu'un en management. J'en suis intimement persuadé. Et si tu es capable de dire à quelqu'un qui a 25 ou 30 ans, écoute, moi qui ai un peu d'expérience, je pense que là où tu es vraiment bon, c'est ça. Tu as un talent pour ça. Un talent qui va te permettre de construire ta carrière là-dessus. Et je t'encouragerais à l'utiliser. Alors, dans notre entreprise, ça correspond à tel job, ou dans notre entreprise, je vois pas très bien comment tu vas mettre ça en œuvre parce qu'on n'a pas de poste adapté aujourd'hui. Et ça peut être ça la discussion. Mais si au moins tu donnes ce trésor à quelqu'un, ils ont la possibilité d'avoir une carrière qui réussisse et qui se passe bien pour eux. Je suis totalement aligné à 98%. Si je devais mettre 2%, c'est que je pense que c'est encore vrai pour pas mal de gens à 38, 45, ou 50 48, ou 60. 55 mais Mathieu, ans, t'as complètement... tu n'imagines pas le nombre d'entretiens que je fais avec des gens qui ont plus de 45 ans, à qui je demande quel est ton talent. En quoi est-ce que
sur quoi tu veux t'appuyer pour avoir une carrière qui se passe bien, pour avoir un poste qui te corresponde, etc. Tu n'imagines pas le nombre de gens qui ne sont pas capables de répondre à la question à 45 ans passés. Et pourtant, tu vois tellement de gens qui ont une carrière de sportif, dans les professions médicales, dans les professions artistiques, et des gens qui ont une carrière incroyable. Et tu te dis, bon, il y a de la chance, comme dans tout, mais il peut pas y avoir que de la chance. En fait, c'est quelqu'un qui a trouvé sa vocation, c'est quelqu'un qui a trouvé son talent. Et les gens, tu vois, qui ont ce post-it de loser ou de mauvais sur le front, mais alors, je dis pas du tout que ça ne tient qu'à eux. Il y a plein de facteurs personnels et professionnels qui jouent. Mais la meilleure manière d'aider les gens, je ne crois pas que les gens soient fondamentalement mauvais. Par contre, c'est des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'est leur talent, qui n'ont pas pu le découvrir, personne les a aidés à le trouver. Et du coup, ils végètent dans des carrières ou dans des environnements qui ne sont pas faits pour eux. Et ça, pour l'avoir vécu, je peux te dire que je sais de quoi je parle. Je suis complètement aligné. Écoute, après t'avoir détesté, je t'en veux énormément parce qu'il nous reste plus de temps et que cet épisode est vraiment très passionnant, très intéressant. Et voilà. Du coup, je vais enchaîner sur quelques minutes et quelques questions. Et puis, on trouvera un jour un temps pour parler aussi plus en profondeur de votre croissance, de toutes ces choses-là. Mais honnêtement, je partage beaucoup de choses et je te remercie pour tous ces partages. Y a un point important, Philippe, que je voulais aborder avec toi. On va pas aller sur ces 2 fails d'avant parce que sinon, on n'aura pas le temps imparti, le temps nécessaire. T'as l'air d'être très organisé. L'organisation de ce podcast, tu vois, et le temps imparti là et tout ça, c'est quasi militaire. J'en rajoute pas. Enfin, je crois pas. Et, chaque minute a l'air de compter. T'as commencé tôt ce matin. J'ai l'impression que tu finis aussi. Tu peux m'expliquer un peu ton orga, comment tout ça est fait, comment vous travaillez, toi personnellement notamment. Ouais. Écoute, aujourd'hui, j'ai 5 enfants. J'en avais 3 quand on a commencé Mano Mano, enfin mon échelle à l'époque. Et mon objectif prioritaire, ça a été avec Christian, quand on a créé l'entreprise, de créer un environnement qui nous permette. On a l'impression de perdre des points de vie dans nos métiers d'avant. Perdre des points de vie, c'est on y passait beaucoup de temps, on y donnait beaucoup d'énergie, et on se demandait si vraiment on vivait dans nos métiers. On a l'impression qu'on travaillait, mais on ne vivait pas. On avait trop peu de temps, de vie de famille, etc. Pour nous, cette dimension-là de vivre, de passer du temps avec les gens qu'on aime, bien sûr que le travail est passionnant et on adore ça. Mais pour nous, nos vies ne peuvent pas se résumer à ça. Et on ne jugera que ça se passe bien que s'il y a un équilibre entre un travail épanouissant d'une part et suffisamment de temps pour d'autres choses par ailleurs, dont la vie de famille, passer du temps avec les gens que nous aimons. Et donc, depuis le début, on est, tu dis militaire, mais on est assez catégorique avec Christian. On refuse énormément d'opportunités de parler ou d'échanger avec d'autres personnes si on ne voit pas un intérêt professionnel ou personnel assez direct, parce que ce temps, c'est la denrée, je pense, la plus rare que nous ayons aujourd'hui. Et c'est pour ça que chaque chose est minutée. Je suis désolé, c'est un peu bateau sur cette dernière partie, mais c'est malheureusement la réalité. Non, mais moi, c'est un truc sur lequel je travaille depuis longtemps et je suis assez mauvais parce que j'ai du mal à dire non et je l'ai appris assez. Tu vois, moi, c'est ma première vie de sales où tu es plutôt un yes man qui m'a complètement tordu le cerveau là-dessus et où aujourd'hui il faut que je sois capable juste de dire non, je suis désolé, j'ai pas le temps, mon agenda me le permet pas, etc. Donc je suis assez, pour ça que je te pose cette question. Donc c'est pas forcément. J'ai appris à le faire et je suis comme toi. Ouais. Mais Mathieu, moi je suis comme toi et j'ai appris à le faire. C'est pas très agréable au début, puis après à un moment, quand tu sais le faire, tu te rends compte que c'est pas impossible à faire. Et c'est intéressant et c'est pour des bonnes, tu vois ce que tu dis notamment sur ta vie pro et perso, c'est pour des bonnes raisons. J'ai lu un post récemment où on demande qui demande à des hommes comment concilier la vie pro et la vie perso. Et moi, je crois que je le demande souvent sur Génération Do It Yourself. Donc, ça m'a agacé parce que on avait, enfin, comme si c'était un post qui disait que en fait, on demandait que aux femmes comment elles font pour bien le faire. Et donc, je vais te poser la question un peu plus au-delà du temps. Est-ce que tu as d'autres secrets, d'autres Écoute, rigueur. Je suis encore en train d'apprendre vraiment comment faire. La vie de l'entreprise change avec le temps, pas mal. En fait, plus l'entreprise grossit,
plus ces challenges deviennent différents pour Christian et moi. Donc, on apprend à dire non à des choses différentes et à passer. On essaie toujours de passer autant de temps avec notre vie de famille, mais tu vois, typiquement, on a eu un choix à faire, et l'un et l'autre, entre la vie de famille, la vie sociale, la vie professionnelle. Les trois épanouissants, enfin les trois ne tiennent pas à 100% dans notre emploi du temps aujourd'hui. Donc il faut choisir. Et donc on a fait chacun sa liste de priorités de ce que l'on jugeait que sur les 5-10 prochaines années, il était important pour nous de continuer à faire, et de ce qui n'était pas important pour nous de faire. Typiquement, malheureusement, moi je suis quelqu'un de relativement sociable. J'ai des amis depuis très longtemps et que j'aime bien garder, mais je suis forcé de constater que si je choisis de passer du temps avec mes amis, c'est du temps que je passerai pas avec ma famille, sachant qu'il y a un incompressible pour le travail, malheureusement. Et ayant dit ça, c'est pas le travail. Quand je dis qu'il y a un incompressible pour le travail, c'est pas que le travail gagne toujours, loin de là. Il m'arrive, tu vois, régulièrement de refuser des rendez-vous parce que j'ai boxe. Et vu de près, on pourrait se dire, attends, t'as je sais pas, 2 heures de boxe par semaine. Comment est-ce que tu peux privilégier un entretien avec un investisseur, enfin la boxe par rapport à un entretien avec un investisseur? Mais la réalité, mais il y aura toujours mieux que la boxe. C'est comme alors là-dessus, moi j'ai la piscine, hein, tout le monde le sait ici, mais mardi soir, mardi je peux pas, j'ai piscine. Mais oui, mais ou t'as poney ou t'as ping-pong, enfin qu'importe. Ouais, mais exactement. oui, mais dans le fond, en fait, ce qui compte, c'est l'équilibre sur le long terme. Ouais. Et à chacun de savoir ce qui est nécessaire pour son équilibre. Certains seront la musique, d'autres ce sera le sport. Enfin, chacun peut avoir des choses différentes, mais il faut comprendre à quoi tient ton équilibre, et ça, il faut savoir le respecter. Et donc, moi, j'ai mis du temps à savoir le faire. J'ai vraiment mauvaise conscience au début, en me disant, mais non, mais Philippe, t'es pas sérieux en tant que dirigeant d'entreprise, t'as des fonds, l'entreprise, je sais pas, on vous trace un coup dur, tu peux plus te permettre de faire tes 2 heures de boxe par semaine parce que, mais si, mais au contraire, si je le fais pas, et ça, c'est le meilleur conseil qu'ont pu me donner des dirigeants d'entreprise, c'était de dire, prends soin de toi, parce que tellement de gens dépendent de toi derrière, et la qualité de leur vie, leur qualité de leur travail dépendent de toi. Si tu prends pas soin de toi, tu seras incapable de prendre soin des autres. En pro comme en perso, ça c'est hyper important. Moi je l'ai compris, tu vois. Et un jour c'était une sorte de révélation en voyant, tu sais, ces espèces de formations de secouristes, ou d'ailleurs quand on te dit dans l'avion aussi, d'abord tu mets ton masque et après tu mets celui de tes enfants, tu vois. C'est choquant, tu as l'impression que c'est choquant, mais en fait c'est tellement du bon sens. Mais si tu dors pas assez, si tu fais pas, et que t'es pas en fit et que t'es pas bien dans ta tête, bien dans ton corps, et ben à la fin tu seras pas bien pour tes proches collaborateurs et tes proches dans la famille. Il y a un truc qui m'impressionne, on n'aura pas le temps de diguer là-dessus, mais c'est que moi j'ai 3 enfants et déjà je me dis, mais rien que le temps alloué à 3 enfants par rapport à quand j'en avais un, je me dis, mais tu vois, mais alors 5, tu vois, c'est pareil, c'est des incompressibles, quoi. Tu multiplies par 5 le temps. En tout cas, il y a des choses que tu peux faire en commun, mais c'est juste qu'il y a d'autres choses que je fais pas. Mais en fait, c'est un choix, et du coup, le temps que je choisis de consacrer à ma famille, c'est du temps du coup que je choisis de ne pas consacrer à des amis, une vie sociale, etc. N'en parlons pas, tous les événements pro du soir, c'est des choses. Ah, mais c'est un niet systématique. C'est un niet systématique. Et professionnellement, ça pourrait être utile. C'est intéressant. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y a des choix à faire. T'envoies d'autres collaborateurs pour picoler à ta place, c'est bien. Par exemple. Mais, mais on les encourage aussi. On les encourage aussi à privilégier ce qui est important pour eux. Et donc ceux qui en ont le temps et l'envie qu'ils le fassent, c'est super. Mais ceux qui disent, mais moi, je veux pas sortir plus d'un soir par semaine parce que je veux passer du temps chez moi avec ma famille et mes enfants, bah, mais évidemment, on respecte cela. Je te pose quelques questions très vite et après je te laisse. Qui sont tes modèles? Modèles, inspiration. C'est une bonne question, et honnêtement, je sais pas si j'ai des modèles. J'ai des gens qui effectivement m'ont inspiré tout au long de tout au long de mon expérience professionnelle. Pierre-Edouard Sterrin, en tant qu'entrepreneur, typiquement, a été le premier à avoir montré la voie, m'a montré que c'était possible, et m'a appris à avoir de l'ambition. Et ça, je trouve ça très inspirant. Et après, je dirais que des entrepreneurs qui ont su gérer à la fois la dimension humaine et la dimension business, ce sont des gens qui m'ont vraiment inspiré. J'en ai croisé quelques-uns. Je pense à des Henri de Castres, je pense à certains entrepreneurs qui ont montré qu'il était possible de trouver sa voie et qu'il existait ce chemin de crête entre une entreprise humaine d'un côté et une entreprise qui est vraiment une ambition business et qui soit pas là pour jouer, qui soit là pour prendre une place de leader dans une industrie, mais que c'était faisable en gardant une dimension humaine.
Ok. Quelles sont tes batailles internes? Ouais, le temps, ça c'est clair, c'en est une clairement. C'est la même tous les jours. Écoute, une entreprise en hyper croissance, c'est extrêmement violent sur l'humain. Pourquoi? Parce que si on ne recrute pas des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience pour ce qu'on veut faire demain, les gens vont être mis à très rude épreuve. Parce que les challenges sont importants et que tu recrutes quelqu'un pour faire 50 millions et, je vais le dire autrement, tu recrutes quelqu'un pour générer une équipe de 3 personnes et gérer un compte de résultats de, je sais pas, de 2 millions. Et un an plus tard, il gère 15 personnes et il est responsable de 100 ou 150 millions. Et c'est extrêmement violent parce que ça demande de mettre que les gens apprennent très vite, ça demande de les outiller, ça demande de les former, de les suivre. Et c'est le rythme de croissance de l'entreprise. Le marché veut ça, la transformation actuelle du marché veut ça. Et en même temps, nous, on se veut humain, fondamentalement humain et préoccupé par les personnes. Et donc, moi, c'est un combat tous les jours de me dire comment on s'assure que on ne mette pas les gens dans des situations inconfortables et qu'on leur permette de se développer à un rythme qui reste humain, alors que la croissance qu'on vit est quasiment inhumaine. Comment est-ce que tu progresses? Je dirais grâce au regard de mon associé et un discours franc, d'une part, et au retour en premier lieu. En deuxième lieu, avec les retours de mes collaborateurs qui ont un certain franc-parler et j'en suis reconnaissant, très. Très bien. Un livre que tu aurais à me recommander? Je ne dirais pas que c'est une bible, mais j'aime beaucoup Team of Teams. Je ne sais pas si ça te... Non, ça ne me parle pas. du général McChrystal sur... Général McChrystal sur le fonctionnement des équipes dans le monde de l'entreprise, vu d'un point de vue militaire, et qui explique comment on gagne de l'agilité tout en étant énorme, et il explique comment il a géré les troupes américaines en Irak lors de la deuxième campagne, etc. Ou sinon le rôle social de l'officier de Lyotet, un des livres que j'aime beaucoup, parce que en fait il y a cette dimension très humaine de la personne, et on se rend compte que tous les combats qu'on a, c'est avant tout des enjeux humains. En tout cas, nous, dans une industrie comme la nôtre, qui est très technique, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de machine-outils, il y a du code. Le code, il est produit par des hommes. Il y a des produits qu'on vend, des produits au sens tech, qui sont pensés, imaginés, développés par des hommes et des femmes. Ça, c'est ça le propre de notre métier. Et je trouve que ce livre est très adapté. Si tu avais l'occasion de murmurer à l'oreille de Philippe à sa sortie de l'EDEC, quelques petits mots, qu'est-ce que tu lui dirais à toi-même? J'ai perdu 10 ans. J'ai perdu entre guillemets dans les métiers financiers qui n'étaient pas faits pour moi. Je lui ai posé la question, quand t'a-t-on dit dans ta vie que ce que tu as fait est exceptionnel? Et sers-toi de cette question pour découvrir quel est ton talent et en fonction de ça choisir ta carrière plutôt que partir sur des idées préconçues. Intéressant. Allez, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter? Alors, sur LinkedIn, on peut te suivre. Moi, tu m'as pas encore accepté, mais je suis très vexé. Mais bon, il va falloir que tu changes ça. Parce que... je m'en occupe aujourd'hui. Mais donc, voilà, j'en déduis que tu n'acceptes pas tout le monde. On doit pouvoir il faut que tu mettes le bouton follow, du coup, je pense, là-dessus. Mais voilà. Et ailleurs, il y a des endroits où tu publies ou Écoute, ça fait partie des choses. Non, ça fait partie des choses où, comme ayant peu de temps, j'ai fait des choix. Je suis évidemment joignable sur LinkedIn, et j'y vais une fois tous les 15 jours pour voir un peu ce qui se passe. Mais c'est pas dans mes priorités. Et c'est la meilleure manière de me joindre quand même. On va demander à Alexandre de nous aider à partager ça sur ton profil. Il faudra que tu lui donnes un accès quand même, quoi. Bon, merci en tout cas. Donc sur LinkedIn, ailleurs, on se débrouille. On essaye philippe.2.chanville@manomoino.com fr. Je sais pas, on essaye, voilà. Et puis Philippe, peut-être que ça marche, ou Phil, voilà, ça dépend. Vous essayez tout, et puis il y en a un bien qui. Il y en a bien qui marchera, exactement. Voilà, exactement. Ça finit toujours par marcher. Et puis voilà, je te remercie infiniment pour ton temps. J'ai un tout petit peu débordé, mais voilà, dans ton organisation militaire, je vais pas aller te voler du temps avec tes enfants. Je te remercie pour ça. C'était passionnant, Philippe. C'est une très belle rencontre, et j'espère qu'on aura le temps
de boire une bière un jour, peut-être quand même avec Antoine qui aura fait un petit saut dans cet épisode au milieu. Ce serait hyper sympa. Et je serais ravi de faire ta connaissance en chair et en os, Mathieu. Merci beaucoup. Cool. Merci à tous. Je vous embrasse. J'espère que cet épisode vous a plu. Je crois que sur le management, moi, j'ai pris pas mal de notes et je vais lire des bouquins aussi de General McChrystal. Ça, c'est quelqu'un que je lisais pas mal. Je trouvais qu'il avait des sorties de presse intéressantes à l'époque. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Partagez, c'est tout ce que je vous demande. C'est pas dur, c'est 2 textos, un petit t'envoie sur WhatsApp, parce que c'est comme ça qu'on progresse tous. Et c'est comme ça que je réussis à finir par convaincre des invités comme Philippe de venir sur Génération Do It Yourself. On en fera une suite, j'en suis certain. À bientôt, à la semaine prochaine. Salut à tous, merci, je vous embrasse. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.